Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors le 7ème épisode marque une pause de 6 semaines dans cette saison 4 de Discovery qui va être remplacée aux États-Unis par la deuxième partie de la saison 1 de Star Trek Prodigy. Du coup nous aussi on va faire une petite pause d'environ 6 semaines, mais on ne partira pas avant de vous souhaiter une bonne année et de dresser un bilan de mi-saison pour Discovery et aussi sur notre année 2021. Let's fly! Making progress. I've earned her utter indifference. Aloof disdain is next. We may be just at the beginning of our problems. Two options are clear. Approach the 10C directly or destroy the DMA immediately. Boom! We have to find another way. Diplomacy will save the most lives. I am sure of that. I'm not. The decision we make now will have a profound impact. Working. Et bien sûr, pour parler de ce dernier épisode de cette première partie de saison 4 de Star Trek Discovery, je ne suis pas tout seul car nous voyons le retour du capitaine Manu. Bonjour Manu, comment ça va et bonne année? Bonjour tout le monde, bonne année à vous, merci. Et ça va bien, content de vous retrouver, même si j'ai l'impression que je reviens, il y a la moitié du pont qui est soit en arrêt maladie, soit en transport. C'est ça. Là, c'est les 2 tiers même carrément. Et aussi, nous avons notre enseigne Marie-Paul. Comment ça va Marie-Paul? Salut tout le monde, bonne année à tous. Écoute, ça va. J'ai du mal à me reconnecter. C'était bien 3 jours sans rien faire. Même si on avait eu personne pour le nouvel an, Covid oblige, mais c'était bien. Ouais, c'est vrai que là maintenant nous entrons dans une nouvelle année terrienne. Après sur Vulcain, je sais pas combien de temps ça dure une année, faudrait que je me renseigne. Sur Nivar. Ouais, sur Nivar maintenant, oui, pardon. Ouais, parce que ça se trouve, la nouvelle année, ça tomberait chez nous au mois de juillet, on sait pas, faudrait qu'on se renseigne pour souhaiter la bonne année peut-être de toutes les planètes et donc du coup faire ça dans tous les épisodes. Oui, mais il faudrait les dire en version originale. Ah oui, merde. Ouais, non, on va pas faire ça alors finalement. Alors on est là pour parler du 7ème épisode de la saison 4 de Discovery, mais pas seulement, on va aussi faire un petit bilan de la première partie de la saison, et aussi de notre bilan de Star Trek 2021 et de ce qu'on attend de Star Trek en 2022. Alors avant de parler de l'épisode, justement, on va faire une partie sans spoiler, où on va faire dresser notre petit bilan. Donc des 7 premiers épisodes de Star Trek, et on va commencer avec toi Manu, parce que en fait, depuis le début de la reprise de Star Trek Discovery, je crois que t'étais pas dans les podcasts, il me semble. Non, j'ai envoyé une capsule ou 2 quand même. Ouais, mais c'est vrai. Écoute, je pense que mes derniers avis dans le podcast étaient positifs. En fait, j'ai l'impression que Discovery a tendance à souvent corriger ses défauts en début de saison et après vite oublier ses leçons. Et en fait, la saison a bien commencé. Il y avait Michael notamment qui est dans un nouveau rôle de capitaine qui justifie un peu plus son côté au centre de l'intrigue tout le temps. Mais au fur et à mesure de la saison, je trouve que les intrigues se diluent un peu. Il y a un petit peu de forcing pour que un certain nombre de personnages apparaissent dans chaque épisode et avancent un petit peu, mais du coup on n'avance jamais vraiment. Le personnage le plus caractéristique de ça, c'est Book, qui a le droit à un épisode où il a sa catharsis et l'épisode d'après c'est des faits. Je trouve ça un petit peu long quoi. Ça traîne des pattes de façon non justifiée parce que Star Trek sait faire autrement, je pense. La plupart des séries en fait savent faire autrement, ne se sentent pas obligés d'utiliser tous les personnages à chaque épisode. Et à côté de ça, on retombe un petit peu dans certains travers qui me saoulent un petit peu. Le retour de Michael omniprésente, même quand là c'est plus justifié par son rôle de capitaine. Et les derniers épisodes, surtout le dernier, moi m'a beaucoup énervé pour ça parce que je trouve ça assez injustifié en fait. L'intrigue peut ne pas se servir d'elle et arriver au même but. Je trouve ça totalement non organique et ça me dérange un petit peu. Après il y a toujours le schéma un petit peu répétitif de la menace centrale de la saison et il y a un mystère à résoudre et on avance progressivement. Donc ça, je vais pas reprocher à une série d'avoir un schéma narratif, elles en ont toutes. Mais ouais, je trouve que ça marche à peu près pour moi dans l'évolution à la fois des personnages et des intrigues. Je trouve que on est sur des choses intéressantes. Moi, ça réussit à maintenir mon intérêt et à me faire lancer l'épisode toutes les semaines, ce qui n'était pas forcément évident au tout début de la série. Donc je pense qu'on est sur le même niveau que la saison 3 pour l'instant. Il y a des défauts assez évidents, mais il y a aussi des grandes qualités dans l'écriture des personnages principalement. Ok. Et toi Marie-Paul ? Je rejoins pas mal Manu sur le fait qu'on en a un peu marre d'avoir Michael qui est
le personnage, sans elle, on a l'impression que tout va se casser la gueule et que personne ne va pouvoir survivre sans toutes ces interventions, qu'elles soient, que ce soit au niveau des actions ou des paroles et des engagements. Moi, ce que je trouve, alors oui, les personnages sont, l'impression qu'ils s'obligent à les mettre pour la majorité, et encore, il en manque quelques-uns dans les épisodes, et en même temps, toi, tu trouves ça long, et moi, je trouve que c'est hyper bâclé au niveau de l'écriture, au niveau des développements. Il y a des choses, on en a déjà parlé sur les épisodes précédents, il y a des personnages qui mériteraient des écritures, des explications bien meilleures et qui ont été, comme je disais sur Twitter, bâclés en 2 coups de cuillère à peau. Et encore une fois, dans cet épisode 7, on a encore la preuve de l'écriture. J'aimerais vraiment voir ce qui se passe dans le Writer's Room. Comment ça se passe, qui est-ce qui dirige, quelles sont leurs contraintes, pourquoi est-ce que c'est bâclé comme ça, est-ce que c'est parce qu'ils ont 10 épisodes en tout 13. Pardon, 13, ah ouais, ils pourraient faire un peu l'effort de développer un peu plus, mais voilà, après je reste contente de retrouver les personnages, à part Michael parce qu'elle est fatigante, évidemment, chaque semaine, donc je suis toujours contente de lancer le truc, mais il est vrai que plus le temps passe et... Bon, c'est sympa, ça reste Star Trek, c'est cool, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais mince, je sais pas, changer de scénariste à un moment. Ouais, de producteur, hein, je pense aussi. Ouais, je sais pas qui est-ce qui fait les décisions pour que ça arrive comme ça, mais au final, c'est dommage quoi. De toute façon, l'un dans l'autre, soit c'est le producteur qui réécrit derrière et qui salope tout, soit c'est le producteur qui choisit mal ses scénaristes qui savent pas écrire. Donc, dans tous les cas, ça reste le producteur le responsable, quoi. Donc, on va pas le nommer. Il y a des super idées, il y a des super pitchs, il y a des trucs des bons hyper concepts, intéressants, il y a des bons... Enfin, tu vois, il y aurait plein de trucs qui pourraient... ça pourrait tout déchirer et au final, tu fais, ouais, bon, c'est cool, c'était sympa, je suis contente de les retrouver, mais ouais, allez, tiens, je vais changer de série, je vais retrouver une autre série où je m'éclate plus, quoi. Si je puis me permettre, je voulais rajouter aussi un truc sur cette saison, c'est que l'an dernier, j'avais l'impression qu'on mettait un petit peu plus en avant Detmer, et je trouvais ça intéressant. Cette année, je trouve que le personnage qui s'en tire le mieux pour l'instant, qui est très intéressant, c'est Culbert, qui a le droit à un vrai arc sur l'ensemble de la saison. On voit qu'il se redéfinit un petit peu. Je trouve qu'il évolue bien. Stamets aussi, qui m'a un peu saoulé les autres saisons. Là, je trouve qu'il... Alors, à part ce dernier épisode, mais on y reviendra tout à l'heure, mais je trouve que Stamets remonte un peu dans mon estime. Après, il y a un personnage sur lequel je suis un peu perplexe, c'est Tilly. Alors, je sais pas si c'est l'actrice qui a voulu un petit peu sortir du truc ou pas. Et auquel cas, j'aimerais bien savoir la raison, parce que je sais qu'elle s'est fait harceler pour son poids par la communauté en partie. Sur Twitter, il y a eu des connards qui ont mis des trucs. Il y a toujours des connards sur Twitter, même pour Star Trek. Mais là, il y a eu une espèce de vague de connards qui se sont un peu moqués de son poids en début de saison 4, et même sûrement l'année dernière. J'ai pas suivi, mais en tout cas, cette année, c'était très flagrant. Mais de toute façon, même ça peut pas être ça, parce que c'est arrivé de manière assez récente et forcément son extraction du casting, en tout cas pour l'instant, il était déjà amorcé parce que forcément les épisodes étaient déjà tournés. Mais moi en fait j'ai l'impression par rapport à ça que Michelle Paradise, qui est arrivée donc en milieu de saison 2 et qui a dû composer avec ce qui était lancé en saison 2 jusqu'à la 3 même, qu'elle s'est débarrassée un peu des personnages qui l'intéressaient pas trop pour mettre les siens, parce que moi je trouve que Adira, par exemple, c'était un personnage qui avait un peu la même fonction quelque part de la dynamique de groupe que Tilly, et du coup il y avait une redondance qui se créait, et là dans cette saison 4, en tout cas les 4 premiers épisodes... Il y a un passage de témoin même. Tout à fait, et c'était vraiment flagrant. Voilà, c'est ça que peut-être Michelle Paradise, elle remercie les acteurs et personnages qui l'intéressent pas trop pour placer les siens à la place, ce que je peux comprendre, mais c'est clair que ça reste quand même obscur et c'est étrange pour un personnage comme Tilly qui était là depuis le début et qui avait clairement une place un peu à part. Donc oui, moi aussi j'aimerais bien savoir. Qui est si super et si belle aussi, parce que on vous emmerde les connards de grossophobes sur Twitter, mais... Moi, Tilly, c'est jamais été un personnage que j'ai vraiment aimé, mais c'est pas elle qui, portait les défauts de la série vraiment. Je pense qu'en fait, son principal défaut, elle, c'est son rôle de BFF, quoi. C'est ça qui l'a flingué, et maintenant qu'il y a Book en plus, elle avait plus cette utilité non plus.
Et du coup... Oui, en fait, elle n'existait pas en tant que telle, c'était vraiment un faire-valoir pour Michael. Et du coup, ces interventions qui étaient censées être drôles, bah, l'étaient rarement parce que c'était clairement forcé, quoi. Et en fait, comme beaucoup de personnages de la série, t'as l'impression que les acteurs, les scénaristes, ils savent pas trop quoi leur faire dire, quoi leur faire faire. Et pour Tilly, je trouvais que c'était assez flagrant, en fait. Quand est-ce qu'on a plus d'infos sur Ovo-Sekun, hein? Ah oui, super bah ce oui. personnage. Bah, Detmer et Ovo, oui, pour moi, c'est vraiment mes deux chouchous. J'aimerais vraiment qu'on les développe, vraiment, ces personnages. Et puis même Rhys et Bryce de la passerelle, les deux gars qui sont là depuis le début, mais dont on sait rien, en fait. À part qu'il y en a un qui aime bien faire du surf, si j'ai bien compris. Voilà, quoi. Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vous rejoins complètement. Pour moi, c'est un peu la capitaine Burnout, et là, c'est plus pour le spectateur, parce que... j'ai une fatigue. C'est-à-dire qu'il y a... Comme tu le disais, Marie-Paul, il y a des vrais bons concepts qui sont sur la table, sur le papier, en tout cas en théorie. Il y a des trucs qui sont des vraies bonnes idées. Moi, par exemple, l'anomalie, moi je suis pour. C'est clairement ce genre de truc que j'ai envie de voir. Mais je trouve que c'est vraiment pas développé comme il faudrait. Comme l'épisode dont on va parler tout à l'heure, il y a beaucoup d'angles morts, par exemple, qui sont des sujets qui sont intéressants. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on a l'impression d'avoir un raccourci, d'avoir un résumé de quelque chose, et qui, du coup, forcément, génère des incohérences intrinsèquement, ce qui, du coup, quand il réfléchit 2 secondes, tu dis, mais ça tient pas du tout la route, votre truc. Moi, ça me génère vraiment une fatigue, parce que, pour le moment, il y a quand même eu des épisodes que je trouvais sympathiques, mais il y a toujours pas l'épisode... entre guillemets parfait où j'aurais rien à redire de rien et où j'aurais pris mon pied à 100%, quoi. Et là j'étais justement en train de me refaire la saison 1 de Picard, donc que j'ai bingé. Donc c'est mieux de la binger que de la regarder épisode semaine par semaine, hein, j'ai constaté, en tout cas en la révisionnant. Et j'ai même réécouté nos podcasts pour voir si mon avis avait bougé par rapport à ça. Je pense que c'est normal parce que t'as des intrigues qui, un peu pareil, qui traînent d'épisode en épisode alors qu'elles devraient pas. Toute intrigue avec... j'ai complètement oublié son nom. Les méchants, quoi. Le frère et la sœur. Ouais, Narek et Narissa, les deux voilà. frères et sœurs romuliens relous. relous. Ça traînait vachement trop, alors que quand tu le binges, je pense que ça passe mieux, quoi. Carrément. Et même, c'est toi qui disais, tu mettrais toutes ces scènes-là dans un épisode contenu où on parle que de ça, on voit que eux. C'est clair que ça marcherait 100 fois mieux. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est déjà ce que je disais, je crois, la semaine dernière à Romain, dans le dernier podcast, c'est que malgré les grosses intrigues de ficelles, parce que les ficelles, c'est à peu près les mêmes défauts, même si c'est quand même moins pire, je trouve, dans Picard. C'est surtout ce qui a retenu mon attention, c'est que les personnages, il y avait vraiment une alchimie de groupe qui fonctionnait vraiment. C'est-à-dire que Marie-Paul disait, t'as l'impression qu'on peut pas se passer de Burnham. Dans Picard, on peut se passer de Picard. Les autres personnages ont une existence et peuvent faire évoluer l'intrigue sans lui, en fait. Et c'est ça, clairement, qui fait que peut-être l'équipage fait corps. En plus du fait que je trouve que les acteurs sont très bons. Et donc voilà, c'est ça qui manque clairement à Discovery. Et que les intrigues, elles sont vraiment, vraiment trop rushées. Et que vous verrez, il y a plusieurs capsules qui ont été... En fait, j'ai demandé à tous les intervenants de 2021, en tout cas ceux qui ont pu, parce que forcément, en sortir des fêtes, c'est toujours un peu compliqué. Ceux qui ont pu nous envoyer des capsules pour justement nous parler de cet épisode de ce soir, mais aussi de faire leur petit bilan de la saison 4 de Discovery, ou même peut-être de l'année 2021 qui s'est écoulée. Vous verrez, il y a quand même beaucoup de déceptions concernant Discovery. Et pour des choses qu'on a déjà dit, qu'on redira encore sûrement régulièrement. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, juste qu'il faudrait que je revoie Picard, parce que moi, j'ai regardé effectivement semaine par semaine, puis j'ai fait une pause parce que j'en pouvais plus, et j'ai regardé la fin une fois que tout était paru, et effectivement, moi, il me manque énormément de références, il y a quand même beaucoup de choses que je n'ai pas comprises, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de l'alchimie dans l'équipage, et je me suis ennuyée devant Picard, tellement j'étais un peu paumée. Donc maintenant, en ayant plus de background. De background, tout à fait, Star Trek, je vais la re-regarder en espérant accrocher pour la saison 2 qui arrive cette année. Je me rappelle plus, t'as commencé Next Generation ou pas ? Non, toujours pas. On a fait une petite liste, si t'écoutes le podcast 0, on a fait une petite liste des épisodes et des choses à voir avant de commencer Picard. Et je pense que ça devrait t'aider. Donc du coup, on va commencer par écouter les premières capsules de nos intervenants concernant leur pré-bilan de Discovery saison 4.
Donc on va tout de suite écouter le journal de bord de l'officier Romain Nigita, celui de l'ambassadrice Liv et celui du capitaine par intérim Cyril Michael. Working. Bonjour à tous, l'équipage du Quadrant Pop. Bon, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous cette fois-ci. Je suis encore coincé sur la planète Raiza, donc je serai peut-être de retour un jour ou l'autre, je l'espère. Déjà, une bonne nouvelle année intergalactique à tous les auditeurs de ce podcast, et puis à vous tous et vous toutes de l'équipage du Quadrant Pop. Vous vous rendez compte quand même, on est en 2022, plus que 41 ans avant le premier contact avec les Vulcains. J'espère qu'on sera encore tous là pour y assister. J'étais déjà intervenu avec vous sur les 2 premiers épisodes en début de saison, donc je vais pas y revenir. Non, je voudrais juste m'attarder sur le fait que finalement cette saison 4, elle fait ce qu'on aurait attendu de la 3, c'est-à-dire comment est-ce que l'équipage du Disco va s'intégrer dans ce futur, comment ils vont tenter de finalement réunir cette fédération qui n'existe plus. Voilà, moi c'est vraiment tout ce que j'aurais voulu voir dans la saison précédente qui s'est attardé pendant trop longtemps sur cette histoire de Burn. C'est vrai que l'anomalie est un peu répétitive par rapport à ça, et ça occupe les 2 premiers épisodes, mais finalement, passé ces 2 premiers épisodes, on retombe sur des épisodes plus bouclés, plus centrés sur cette nouvelle fédération, et ça fait du bien. Et il y a vraiment, moi, 2 épisodes que je trouve vraiment très très bons dans cette première moitié de saison. Il y a d'abord l'épisode 4, All is Possible, l'épisode dans lequel Tilly va former, va envoyer en opération des jeunes de l'académie de Starfleet, et finalement va décider elle-même de devenir formatrice au sein de l'académie et de quitter le Discovery. J'ai trouvé que c'était un épisode assez rafraîchissant qui rappelle un peu ce qu'on avait eu par moment avec Wesley dans La Nouvelle Génération, qui s'avérait plus intéressant quand il était dans ces épisodes où il revenait dans la série, quand il était à l'académie notamment, où il était finalement plus intéressant que quand il était vraiment un personnage régulier de la série. Là finalement c'est presque l'épisode du départ de Tilly, de l'équipage, qui est son meilleur épisode en 4 saisons. Mais voilà, ça met en avant la fonction du Disco par rapport à cette fédération du futur qui a un peu oublié les valeurs d'entraide de la fédération et de Starfleet, et c'est vraiment encore une fois ce qu'on aurait voulu voir depuis le début, notamment dans la saison 3. Donc vraiment un très bon épisode à la mesure de Discovery en tout cas. Et l'autre épisode, moi, que je retiens de cette première moitié de saison, c'est l'épisode 6, Stormy Weather, et pas uniquement parce qu'il est réalisé par notre cher Jonathan Frakes, mais surtout parce que là on a vraiment un épisode, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Le Discovery est coincé dans cette espèce de poche de vide. On a quasiment l'équipage comme dans un film de guerre, un film de sous-marin. Ça pourrait très bien être un épisode de la série originale ou de La Nouvelle Génération. En plus, on a, je sais pas si vous avez remarqué, un petit côté de temps réel, puisque quand l'équipage comprend qu'il ne reste que 33 minutes pour s'échapper de cette anomalie, et si vous regardez le temps qu'il reste d'épisode, il reste 33 minutes d'épisode. J'ai trouvé ça assez malin. Et voilà, un épisode vraiment avec lequel on ne voit pas le temps passer, qui vraiment est un peu là aussi une poche au sein de cette saison, puisqu'on n'est plus sur vraiment les histoires de fédération ou d'anomalie. C'est vraiment le vaisseau qui doit s'en sortir. Donc c'est finalement dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, si je puis dire, pour prendre une expression qui est bien de 2022. Mais voilà, un épisode sympathique, bien tendu, réalisé. Quelques facilités comme toujours avec Discovery, le fait que on peut sauver tout l'équipage en les mettant dans l'espace tampon du téléporteur. Voilà, maintenant qu'ils ont cette solution-là, est-ce qu'ils vont pas s'en servir toutes les 5 minutes ? C'est un petit peu facile pour sauver tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé la saison dernière, à partir du moment où le vaisseau avait déjà été rénové avec les technologies de ce futur du futur ? Bref, voilà, comme toujours, il y a des petits loopholes comme ça, mais un épisode assez efficace. Donc finalement, une première moitié de saison pas si désagréable que ça. On est moins dans la redite de la saison 3 qu'on aurait pu le craindre avec cette histoire d'anomalie face au burn de la saison dernière. Là où je suis un peu plus mitigé, c'était sur les espoirs que moi j'avais en début de saison, sur le fait qu'on confrontait Michael à son syndrome du sauveur, notamment avec la présidente de la fédération qui la mettait clairement face à ça de manière littérale. Là à nouveau, notamment dans cet épisode 6, c'est à nouveau elle qui sauve tout le monde à la fin de l'épisode. On a également ça dans l'épisode suivant, donc il finit cette mi-saison. C'est à nouveau elle qui va trouver les bonnes paroles pour décider les représentants de la fédération à voter la voie de la diplomatie. Bref, on n'est pas encore sorti de cette facilité d'écriture, même si dans certains épisodes les personnages s'y confrontent. Il y a un peu comme ça quelque chose d'irrégulier dans la manière d'appréhender le personnage de Michael. On sent qu'ils essaient d'aller dans le bon sens puis qu'ils retombent dans leur travers. Voilà, à ce niveau-là c'est un peu décevant. J'espère qu'ils vont enfin s'en sortir. Mais malgré tout, voilà, la globalité de cette première moitié de saison, moi me donne envie de voir la suite, car j'ai l'impression qu'enfin ils tentent des trucs.
Et c'est pas du tout l'impression que j'avais eue l'année dernière. Là, ils tentent des choses, ça marche pas toujours, des fois ils se plantent, des fois ils retombent dans des vieux réflexes, mais il y a des choses qui sont tentées. Donc finalement, un bilan plutôt positif. Je me prononcerai à la fin de la saison pour voir s'ils ont vraiment retenu toutes les leçons. Mais voilà, une première moitié de saison pas si désagréable. Bonsoir à tous, ici l'ambassadrice Liv au rapport. En fait, si je suis autant déçue par cette série, c'est aussi parce que j'en attendais beaucoup, parce que alors que l'équipe a réussi à faire quelque chose de vraiment exceptionnel en termes de représentation, il faut le dire, parce que même si la représentation ne fait pas tout, cela reste important. Voilà, pour moi, en tant que personne noire, en tant que femme, en tant que personne appartenant à la communauté LGBT, j'étais vraiment enthousiasmée, voilà le terme, par ce que nous propose Discovery. Et malheureusement, tout ce magnifique travail en termes de casting, en termes de choix de faits, en termes de représentation est totalement gâché par ces défauts d'écriture qui rendent l'histoire une histoire qui pourtant a un énorme potentiel. Tout ce travail de représentation qui est si important est vraiment gâché par je ne trouve pas le mot, mais cette fainéantise d'écriture. Et j'en suis d'autant plus énervée que je trouvais, j'étais heureuse de voir que Star Trek, qui a déjà par le passé montré sa capacité à s'emparer de questions de société, a montré sa capacité à aussi évoluer avec son public. J'ai un sentiment de gâchis et l'impression que Discovery aurait pu être tellement plus que ce que c'est, et voilà, le bad writing, je joue clairement contre ces efforts, et voilà, je ne comprends pas comment on peut avoir autant de moyens et ne pas savoir qu'en faire, alors que voilà, vous avez tout dans les mains et vous le gâchez. Et vraiment, en tant que spectatrice, ma déception est d'autant plus forte que mes attentes étaient grandes. Voilà. Je vous remercie. Fin de la communication. Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour cette fin ou ce début d'année. Ça dépendra quand mon message arrivera. Les deux Ferengi qui devaient relayer le message m'avaient l'air un peu suspect, ma foi, donc arrivera quand ça arrivera. Je ne suis pas avec vous car j'ai un petit problème dû à une tentative de coloration de ma peau en vert. J'espère me rétablir assez rapidement pour revenir vous embêter, les enfants. Alors, mon avis concernant Discovery, cette nouvelle saison, donc là on est dans le middle season. Le dernier épisode, pour être franc, je l'ai trouvé relativement agréable. Il y a toujours les défauts inhérents à Discovery, mais j'ai trouvé que les deux thématiques évoquées, ce côté un peu inside la fédération, ou ce que pourrait être la fédération avec ce vote, ces délibérations étaient intéressants. Ce côté aussi de tenter de définir ce qui était une nouvelle forme de vie, c'est quelque chose qui nous était donné tel quel la plupart du temps dans Star Trek, où ils découvraient des nouvelles formes de vie, mais on ne s'était jamais posé la question de comment définir une nouvelle forme de vie, et j'ai trouvé ça très pertinent, la façon dont ça avait été amené. Alors ensuite, justement toute la semaine, quand Guigui m'a proposé de venir intervenir, faire une petite capsule, je me suis demandé qu'est-ce que je pensais de cette saison. Et à chaque fois, je me suis dit, je sais pas quoi dire, et je me suis rendu compte que ce malaise de pas savoir quoi dire venait du fait qu'en fait je me retrouve plus dans Discovery, je me retrouve pas dans cette façon de raconter Star Trek, et ça s'explique, un des déclencheurs de ça, c'est que j'ai plus du tout d'appétence pour Discovery. Autant avant je me jetais frénétiquement sur chaque épisode de Star Trek, comme je peux me jeter sur Lower Deck par exemple, ou sur Picard, et là sur Discovery, je retrouve plus les codes de Star Trek, ça a plus d'écho en moi, et même si je suis très bon public, j'arrive à un point de lassitude, et cette saison je crois a fini de m'achever. Alors je regarde toujours en me disant peut-être que le prochain épisode va sauver un peu la chose, mais je commence à ne trouver plus rien de bon dans Discovery. Alors peut-être aussi que c'est l'effet de la nouveauté, de cette nouvelle façon de raconter Star Trek. J'avais le même regard à l'époque d'Enterprise, j'ai dû attendre 5-6 ans pour m'y remettre après la saison 2, étant donné que Enterprise m'avait saoulé. Peut-être que dans 5 ans je trouverais Discovery génial, quoi.
Voilà, tous les thèmes de Star Trek sont pas forcément là, ou alors ils sont racontés d'une façon pleine de nuances, plein de complots, plein de sous-intrigues qui n'amènent rien à part encore plus de gravité, et c'est relou, alors que on a envie de connaître la passerelle, on a envie d'épisodes feel good, d'épisodes aussi qui servent à rien, où on découvre l'équipage, on arrive à s'attacher à l'équipage, pas des éternels sanglots à chaque épisode. Bref, voilà, je trouve que tout est lourd dans cette saison, même s'il y a plein de bonnes choses, hein, on retrouve plein d'anciens pop, mais c'est pareil, on nous donne, voilà, je suis sûr que vous allez dire qu'il y a plein de caméos, il y a plein de choses super intéressantes, c'est assez riche, mais je trouve qu'on nous donne les choses pour nous faire taire. Je trouve pas qu'on nous donne les choses pour nous dire hey, regardez comment sont devenus les Ferengi dans 800 ans, on va faire un épisode sur le nouveau Ferenginar, ou sur des échanges avec des Ferengi, ou on va faire un épisode sur des échanges avec des Andoriens. Je trouve qu'ils nous donnent juste ce qu'il faut pour nous dire ah on a vu des Ferengi, ah on a vu des Andoriens, ah on a vu Morn, mais sans aller au bout des choses, et ouais, ça fait partie de ma lassitude. Voilà, alors c'est peut-être pas l'avis le plus enjoué que vous aurez aujourd'hui, mais et c'est vachement rare quand je suis assez pessimiste comme ça ou négatif, parce qu'en général j'essaie toujours de voir le côté positif des choses, mais alors là à Discovery j'ai de plus en plus de mal. Voilà, c'est tout pour moi, je vais me remettre un peu de crème pour ma peau verte, et puis à très bientôt. Program complete. Bon, j'espère que ces capsules, ces avis ont été éclairants. En tout cas, j'imagine, vous, auditeurs, qu'il y en a peut-être certaines, des avis sur lesquels vous avez pu vous retrouver, hein, parce qu'il y a quand même un panel finalement assez large, hein, comme vous l'avez pu l'entendre. Mais en tout cas, maintenant, c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler. Red alert! It's my understanding that Zora's been experiencing emotions. Seems to be a natural evolution. Has she refused an order before? This is new. But I am confident she'll give me the coordinates. I just need some more time with her. I wasn't aware that we shared a background in cognitive science with a specialty in artificial sentience and intelligence. We don't. What I do have is an established baseline of trust. It hasn't paid off. When Admiral Vance asked me to see to this matter, he was quite clear. Time sensitive, highest priority. I can handle it. It's my ship. Well, it's Starfleet ship. And there are regulations prohibiting fully sentient integrated units. If that's what she is, we may be just at the beginning of our problems. Captain Saru will get me situated with Zora. Your presence is needed at President Rillick's assembly. Sir, with all due respect... Spirito credito, Captain. We both have our duties to attend to. Warning. Donc, l'épisode 7, But to Connect... Alors j'ai pas retenu le nom en français, alors j'ai regardé sur internet c'était quoi le titre anglais, qui était écrit donc par Terry Hughes Burton et Carlos Cisco et dirigé par Lee Rose. Alors cet épisode va nous montrer donc il y aura deux arcs, un arc principal et un sous-arc, sans qu'on sache exactement lequel est lequel finalement. Où on verra donc des tensions monter lors d'une assemblée entre des représentants de toute la galaxie, donc des 4 quadrants, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce, pour affronter, pour décider quoi faire face à la menace de l'anomalie de la matière noire. Et à côté de ça, on a le Dr Kovitch avec Stamets, Culbert, Gray et Adira qui vont se pencher justement sur la nouvelle sensibilité de Zora qui va soulever de bien difficiles questions. Oui, en fait, tu soulèves qu'on ne sait pas trop quelle est l'intrigue principale, mais c'est parce que l'épisode est vraiment découpé en une première moitié où il y a une seule intrigue qui se divise ensuite, enfin qui donne lieu à 2 autres sous-intrigues derrière, et de poids égal en fait. Et c'est une structure qu'on n'a pas toujours en fait. Là, ça fait vraiment mid-season en l'occurrence. C'est vraiment, il y a un point d'entrée et derrière, ça se divise en 2. Ouais, c'est clairement ça. Et encore une fois, comme on avait déjà dit les fois précédentes, moi j'aurais aimé un épisode pour chacune de ces sous-intrigues parce que je trouve que c'est mené un peu à l'emporte-pièce. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail. En fait, on va dire le premier arc, c'est Zora, donc l'intelligence artificielle qui est née de la fusion des données de la sphère avec l'ordinateur du Discovery, qui a développé donc une sensibilité des émotions depuis seulement 2 épisodes et au bout de même pas un épisode, ça l'a quelque part, ça l'a figé, ça l'a empêché de bien travailler, de bien faire ses tâches, par exemple, d'ordinateur de vaisseau. Et donc, du coup, sa sensibilité, et le Dr Kovitch, qui est joué donc par David Cronenberg, qui est toujours génial, hein, je trouve, qui donc doit déterminer que faire dans cette situation-là, donc avec les scientifiques Stamets et le Dr Culbert. J'ai pas trop bien compris ce qu'il faisait là, parce que d'ailleurs, dans tout l'épisode, il fait pas grand-chose à part... soutenir Stamets peut-être, et Adira et Gray qui s'invitent dans le processus.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intrigue, Marie-Paul ? Bah déjà, Culbert, il est là parce que ça fait quand même plusieurs épisodes qu'il fait il fait son rôle de médecin qui écoute l'équipage, donc il a un rôle un peu de psy, donc il est là aussi par rapport à ça, puisqu'en fait, Zora, elle a développé une conscience. Elle n'est pas juste frisée par rapport à ses tâches, elle devient un être à part entière, et bah je trouve que c'était super intéressant, et c'était vraiment traité n'importe comment et beaucoup trop rapidement, et ça m'a agacée, parce qu'il y avait tellement de choses qu'on aurait pu dire, développer là-dessus. Alors, est-ce que ça aurait mérité un épisode entier? Je sais pas trop. Carrément. Si, sans doute, mais effectivement, on aurait dû, parce que ça avait commencé à le traiter dans l'épisode, depuis 2 épisodes, donc effectivement un peu rassembler tout ce qui s'est dit et montrer l'évolution de cet être, puisque maintenant il le considère comme un être, aurait pu vraiment être beaucoup plus développé, expliqué. Et comment conclure et à trouver comment est-ce que en fait Zora a des rêves, des souvenirs, et pas une intelligence artificielle. On n'est pas une intelligence artificielle, puisque ça ne rêve pas. Et elle prend des décisions par rapport à son objectif principal, qui est de prendre soin de l'équipage et veiller à leur survie, bien-être, etc. Objectif qu'elle sait programmer elle-même, ce qui n'arrive effectivement jamais. Donc, il y a plein de choses qui ont été bâclées. Moi, j'ai un peu bugué quand ils ont commencé à faire leurs explications avec tous les schémas entre non, c'est pas Grey. Adira et Kovic. Ouais. Je trouvais que c'était trop rapide, et j'ai pas compris pourquoi est-ce que tout à coup ils se sont rendus compte que mais cet endroit-là ça existe. Enfin, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Enfin, c'était beaucoup trop rapide et on manquait beaucoup trop d'informations, et c'est dommage. Ça aurait pu être un vrai travail justement sur l'évolution de cette entité qui est fascinante, et qui au final c'est encore traité comme quand Grey est devenu est passé dans ce corps synthétique là. C'est pareil, je trouve que ça a été le coup de Grey dans le corps synthétique a été encore plus bâclé. Mais enfin voilà, c'est... t'as raison quand tu dis effectivement que c'est très rapide, trop rapide. La preuve, c'est que le docteur Culbert, je me doute bien qu'effectivement il est là en tant que conseiller, donc psy du vaisseau, mais comme c'est rushé, à aucun moment sa présence ne nous est expliquée et justifiée. Parce que oui, par exemple, ce qui aurait été très intéressant et qui aurait pris peut-être 1 minute de temps d'antenne, c'était de constituer l'équipe qui va se pencher sur le dossier. Tu vois, je veux dire, Kovic, ok, il dit à Stamets et Culbert, ok, venez avec moi en tant que machin, en tant que bidule, c'est cohérent, nous expliquer pourquoi, quelle est sa démarche scientifique de qu'est-ce qu'on va faire exactement. À ça, Adira et Grey s'incrustent, clairement, ils s'incrustent, mais on ne sait pas, et personne ne dit rien. Je veux dire, moi, je fais une réunion, il y a 2 personnes qui s'incrustent et qui me demandent, déjà, ils me demandent, est-ce que je peux venir, tu vois. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très très étrange. Là c'est pareil, c'est sûrement parce que c'est rushé qu'ils n'ont pas le temps de faire des interactions correctement. Parce que Grey, sa présence était requise, parce que c'est quand même cette personne-là qui a débloqué la situation la dernière fois en discutant vraiment avec Zora. Et aussi, oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait la situation est créée parce que Zora a déterminé le point d'origine des créateurs de l'anomalie, mais ne veut pas donner l'information parce qu'elle a peur que si jamais le vaisseau Discovery y va, l'équipage en subisse les conséquences et en meurt, par exemple. Voilà. C'est bizarre, mais voilà, elle se dit ça, c'est le point de départ. Déjà, c'est pareil. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais vraiment posé la question à Zora. Je comprends pas ça. Je vois ce que tu veux dire. Néanmoins, on avait déjà commencé à aborder le fait qu'elle commençait à développer des émotions dans la scène de l'ascenseur avec Michael, et que du coup, elle, effectivement, qu'elle donne pas les coordonnées, ça continue avec... C'est logique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un dialogue entre Adira et Stamets, où en gros, Stamets dit on peut pas poser la question à l'ordinateur, ça lui prendrait des semaines à trouver la réponse, ou je sais pas quoi. Et Adira pose la question à Zora directement, et Zora lui dit en 2 secondes, c'est bon, j'ai trouvé. Ça veut dire qu'en gros, comme la fois précédente, quand ils ont demandé est-ce que une anomalie spatiale, elle peut disparaître et réapparaître à un endroit,
et que Zora répondait bah non. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais posé la question précédemment avant ce moment-là, ce qui est, encore une fois, super bizarre. Non, je suis pas totalement d'accord, je l'ai pas vu comme ça, moi. Je pense plutôt qu'elle travaillait dessus et qu'il y a une sorte de... Ça induit un peu un élément de... Parce qu'il faut que ça aille vite, ça va vite. Elle réagit comme une humaine sous pression, en fait, à ce moment-là, selon moi. C'est comme ça que j'ai interprété dans l'épisode, moi. C'est vrai, ouais. Et puis, ils n'ont pas posé la question. Enfin, si, ils travaillaient à localiser le point d'origine. Donc moi, en fait, pour moi, dès le début de la scène, ils sont en train de travailler dessus. Voilà, c'est pour ça, pas poser la question. C'était... Ok, pour ça que je revois la scène parce que du coup comme ça, moi je regarde sur Pluto TV, j'ai pas toujours l'occasion de revoir ensuite les épisodes et les scènes en particulier, donc du coup peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est trop rocher. La constitution de l'équipe scientifique, moi j'aurais adoré justement qu'ils prennent du temps là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Manu ? C'est compliqué. J'ai envie de dire que j'ai détesté toute cette intrigue, alors que c'est un concept qui fait partie des concepts que j'adore. Mais la façon dont ça a été traité, j'ai trouvé ça assez catastrophique. Alors pour répondre, Marie-Paul, au fait que est-ce que ça pourrait prendre tout un épisode, ça l'a pris déjà en fait dans Next Generation. Je pense que l'épisode est un peu plombé par le fait que quasiment toutes les intrigues et toutes les réflexions sur l'intelligence artificielle ont été traitées avec data. Il y a 30 ans de ça, 30 ou 40 ans de ça. Donc c'est un peu compliqué d'essayer de réactualiser ça, en plus avec des concepts, enfin avec des données, des connaissances bien plus avancées aujourd'hui. Mais du coup, à l'époque, il le traitait de façon philosophique et logique. Et c'est ce qui faisait que c'était logique, en fait, que ça fonctionnait. Là, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que dès que le problème s'installe elle a peur, du coup, elle veut pas donner l'information, la première logique qui m'est venue dans la tête, c'est en utilisant la logique, c'est assez simple de lui faire comprendre que tous les gens à bord du Discovery sont des êtres vivants, ont des émotions, ont des sentiments et ont la même logique qu'elle, mais qui respectent une chaîne de commandement, ils font partie d'une structure hiérarchique qui a un certain fonctionnement, et il faut y répondre, quoi. Et cette logique-là, elle est assez facile à faire comprendre à Zora si tu la tentes. Mais en fait, ça va être leur solution finale à la toute fin de l'épisode du coup on a compris, t'es un être vivant, du coup tu vas fonctionner comme nous, il faut que tu suives une hiérarchie. Mais vous pouviez l'expliquer dès le début, ça. À la place, je trouve, en plus je suis perturbé par le fait que pour moi Kovic, la façon dont il a été introduit en saison 3, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de louche avec lui, qu'il y a une intrigue qu'on connaît pas encore avec le personnage. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un électron libre, une sorte de Mephisto, tu vois, qui viendrait foutre le bordel au sein de l'équipage. Mais là, la tête a en plus. Et que peut-être que c'est pour ça qu'il agit comme ça, mais sinon je trouve pas ça logique du tout. Je trouve que, je le disais, toutes les intrigues autour de ça ont déjà été développées avec data. Cette intelligence qui n'arrive pas à atteindre l'humain parce qu'il lui manque quelque chose, c'est quelque chose qui déjà pour moi me perturbe dans l'idée d'intelligence artificielle, où pour pas choquer les humains, on va projeter une vision justement humano-centrée de l'intelligence sur ce qu'on veut faire des intelligences artificielles, en oubliant totalement que si nous on fonctionne comme on fonctionne, c'est parce qu'on est organique, et que du coup la biochimie de notre corps, nos ondes cérébrales, la température extérieure influent sur la façon dont on pense, la façon dont on réagit, et c'est pour ça qu'on est unique et qu'on n'est pas reproductible en tant qu'intelligence. C'est quelque chose qui est totalement zappé de toutes les intrigues SF de l'intelligence artificielle, mais c'est ce qui nous sépare en fait de la machine techniquement. Et ça, c'est ce qui crée aussi nos faiblesses, nos défauts de mémoire, nos façons, le fait qu'on va pas penser à quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui nous perturbe. Une machine comme Zora, elle devrait pas l'avoir, ça. Et même la manifestation du subconscient, c'est quelque chose qui est là pour réguler la façon dont notre corps fonctionne et notre cerveau fonctionne. C'est pas quelque chose dont une machine a besoin. Donc là, on extrapole sur cette vision humano-centrée de l'intelligence artificielle, et ça me perturbe vachement parce que ça loupe beaucoup de problématiques. Alors oui, ça amène à un être qui, du coup, est un nouvel être, une nouvelle vie. Mais on pouvait y arriver autrement à ça, on pouvait le justifier d'autres façons. Là, ça me fait c'est vraiment le Deus Ex Machina en l'occurrence. Je trouve que toute cette intrigue, elle me dérange vachement dans le côté Star Trek. Pour moi, ça répond pas aux normes de Star Trek dans la logique et dans la science. Et ça m'a pas mal perturbé, là où sur le principe, ça aurait dû être quelque chose de bien, ça aurait dû être un nouveau The Measure of a Man. Exactement, c'est l'épisode que tu dois regarder justement, Marie-Paul, avant de revoir Picard.
De toute façon, c'est dans la liste que Guigui t'a conseillé tout à l'heure parce que c'est un épisode important sur l'intelligence artificielle au sein de la mythologie Star Trek. Mais ouais, franchement, cette partie d'épisode, je l'ai survolée. Je suis passé au-dessus parce que dans la forme, ça... Alors, je sais pas si je suis un vieux con ou pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me choque vraiment, quoi. Je pense pas, parce que justement, c'est ce que je voulais aborder. Ça fait partie de ce que j'appelle les angles morts des réflexions, des thématiques. Parce que, effectivement, tout ce que tu as dit est très juste, hein, sur le fait que notre intelligence humaine, elle découle de notre corps. Donc, du coup, une intelligence artificielle, même émergente, comme elle est constituée matériellement différemment de nous, elle peut pas fonctionner de la même manière, c'est pas possible. Et c'est logique. Par contre, du coup, avoir une intelligence artificielle qui interagit, qui réagit et qui est comme Zora, et c'est-à-dire en calquant les émotions humaines, comme ce que cherche à faire Data, mais qu'il n'a jamais réellement réussi à faire, du coup, ça c'était intéressant. Mais pour cela, il aurait fallu effectivement dire tout ce que tu viens de dire, Manu. Tout ce que tu viens de dire, ça aurait dû être dit dans l'épisode. Et dire comment ça se fait qu'une intelligence artificielle en arrive à ce stade-là, alors que c'est pas possible normalement. Et dire, bon, alors ok, il y a peut-être du mimétisme, il y a peut-être machin, alors peut-être ils trouvent une explication, une justification réelle ou temporaire, ou même qu'ils n'en trouvent pas, peu importe. Mais en tout cas, cette partie du problème doit être traitée et dite, parce que sinon, effectivement, c'est l'intelligence artificielle pour les nuls, quoi. Ça marche pas, c'est pas possible, c'est vraiment... T'as l'impression qu'effectivement les auteurs ils passent complètement à côté du sujet. Et encore en plus, si tu passes avec l'idée elle rêve et puis tu montres que des trucs où c'est des gens qui se font des bisous et que c'est voilà, tout est bien, enfin un truc un peu de bisounours, tu te dis. Mais en fait, c'est ridicule, c'est quoi. ça le côté bisounours, c'est que c'est une formule scénaristique, mais on joue vraiment la montée en puissance de cette partie d'épisode fonctionne sur la montée des émotions des personnages. Pour moi, c'est un des problèmes de la data, de l'analyse de ce qui fonctionne auprès du public, c'est que ça prend pas du tout en compte les nuances. Exactement. Quelque chose, tu vas dire, l'analyse de data, c'est presque binaire, quoi. Enfin, je simplifie, mais quelqu'un va te dire j'aime ça ou j'aime pas ça. Il va pas te dire je l'aime à 77%, mais quand il y a 12% d'autres choses et 11% d'autres choses, etc. Et du coup, quand tu construis ta narration à partir de ces données-là, il n'y a plus de nuances. Si tu l'as pas compris, en fait, si t'as pas compris ce qui plaisait vraiment au public, si tu fais de l'analyse factuelle, tu perds je sais pas, pour citer République, la petite c'était quoi, supplément d'âme, le supplément d'âme, voilà, tu perds le supplément d'âme qui fait que ça fonctionne, en fait. Mais et du coup, ça fait que, enfin, pour moi, c'est plus organique du tout. Ça me sort de l'épisode parce que je vois la formule et que ça m'énerve. Oui, et puis surtout, ça n'a du coup rien de cohérent dans l'histoire, dans l'univers de Star Trek, et puis même, je veux dire, au niveau de l'intelligence des spectateurs, ça va pas du tout, quoi. D'ailleurs, je me posais une question, mais le webisode Calypso, oui, entre saison 1 et 2, je crois, c'est bien Zora déjà, l'ordinateur du Discovery. Mais elle est différente, elle a pas cette intelligence émotionnelle. C'est une intelligence, mais elle a pas... Si, parce qu'elle est un peu amoureuse du gars, donc on peut dire qu'elle en est au même point. Elle est quand même plus froide dans sa façon de parler, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais par contre, surtout, ce qui est intéressant, ce qui est important de noter, c'est qu'à ce moment-là, le Discovery, c'est pas le Discovery A, comme c'est le cas actuellement, et il n'est pas refité façon 32e siècle. Il est dans sa forme des 2 premières saisons. Donc, ce qui m'amène à ce fameux professeur Tarka de Risa, mais d'un univers parallèle, alternatif. On peut très bien imaginer que ce qu'on voit dans le Short Trek, donc ce court-métrage, qui est le meilleur court-métrage Star Trek écrit par Michael Chabon, qui a été le showrunner de la saison 1 de Picard, où on voyait donc le Discovery livré à lui-même, vide de tout équipage, avec cette seule intelligence artificielle qui recueillait un gars perdu dans l'espace, qui menait une guerre contre je sais plus qui. Et je me souviens plus, l'équipage, il avait été évacué il y a longtemps. Alors en fait, le Discovery laissait entendre que l'équipage l'avait abandonné. En gros, qu'ils savaient qu'ils étaient partis, quoi. Donc, du coup, moi, ce que j'imagine, comme on parle d'univers parallèle dans cet épisode-là, en tout cas qu'on l'évoque, on peut imaginer un univers où finalement, le Discovery l'envoie dans le plan
de la fin de la saison 2 pour que les données de la sphère échappent à contrôle, soient envoyées dans le futur, sauf que bon, voilà, ils ont l'intelligence de vider le vaisseau parce qu'ils sont bien rendus compte que ça servait à rien. Et que donc, du coup, voilà, on peut très bien imaginer que ce soit le short trek d'un univers du coup alternatif, parce que, évidemment, en dehors de l'intelligence artificielle, en dehors de Zora, il n'y a rien qui peut vraiment correspondre. Et comme ils nous mettent sur le tapis une histoire d'univers alternatif, bon, on peut très bien imaginer ça, quoi. Moi, je me suis posé une question sur Tarka, justement, c'est que dans la saison 3, Kovic, vers les débuts où on le voit, il nous montre un être qui vient de la Kelvin Timeline. Exactement, mais du 24e siècle. Ouais, mais du coup, la Kelvin Timeline, c'est un univers alternatif, du coup, par rapport à oui, mais ça fait le lien avec ce qui est dit à la fin de l'épisode. Ouais, mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il vient de la Kelvin Timeline, du coup, moi, quand il pose la question, parce que donc il y a une scène où Book pose la question à Tarka pour lui dire en gros d'où il vient, enfin je sais plus ce qu'il lui pose comme question. Il parle du miroir, de l'univers miroir et lui dit il y a pas que ça. Voilà, il y a pas que ça. Et ça c'est cool parce que du coup, oui, effectivement, on savait déjà que la Kelvin Timeline, donc qui sont les 3 films issus de J.J. Abrams au cinéma 2009, 2013 et 2016. Vos préférés sont nos préférés. Moi j'aime bien. Mauvais, hein. Moi j'aime bien le dernier. Le 1 et le 3 sont pas mauvais pour moi. Moi, plus le 3, mais bref, on en reparlera quand on fera les podcasts sur les films. Et du coup, oui, la Kelvin Timeline est clairement ancrée dans le canon comme étant un univers alternatif, comme l'univers miroir, mais potentiellement, il pourrait en avoir d'autres. Donc, peu importe. Mais oui, du coup, ça ouvre quand même des possibilités, parce qu'effectivement, en plus de ça, on nous parle de la guerre temporelle. Il raccroche ça aussi à la guerre temporelle, ce qui, quelque part, est logique. Enfin, en tout cas, ça peut se raccrocher. Vous parliez, je crois, la semaine dernière des créateurs des sphères, et c'est l'idée que j'ai eue. Moi aussi, ça m'a vachement fait penser à Enterprise, tout ça, moi, oui, pendant carrément, plusieurs semaines. Dans la saison 3, donc... oui, maintenant on a cette histoire d'univers alternatif. Dans la saison 3, il y a Kovic qui nous parle d'un soldat du temps qui vient d'un autre univers. En gros, il justifiait que le mec était tombé gravement malade parce que non seulement il avait voyagé, il était en dehors de son époque, mais en plus de ça, il était en dehors de son univers pour justifier le fait que Georgiou, la Mirror Georgiou, elle était malade également, elle était déphasée en quelque sorte. C'est en gros, tu peux voyager dans le temps, tu peux voyager dans un univers alternatif, mais si tu fais les deux en même temps, là c'est trop. Donc du coup, oui, on te mettait ça sur le tapis dans la saison 3. L'anomalie, ça rappelle effectivement les créateurs des sphères. Puis on nous parle maintenant de Tarka qui vient d'un univers alternatif. Oui, on peut très bien imaginer que ça puisse aller dans ce sens-là, hein, pourquoi pas après tout. Et du coup, ça nous amène quand même à cette deuxième intrigue de l'épisode 7, qui est que du coup, on a les représentants des plus grandes corporations de la galaxie. Alors moi, je m'attendais à voir le 2 millions, ça aurait été sympa, mais ce n'est pas le cas. En fait, on voit très peu des gens des cadrans Gamma et tu les Delta. as pas vus. Oui, voilà, peut-être qu'ils étaient là et qu'on les a pas vus. C'est dommage, en tout cas, de ne pas avoir saisi cette opportunité, mais bref. Donc, en gros, il y a tous les représentants de la galaxie qui sont là pour se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On tente une approche... comme on sait d'où viennent les créateurs de l'anomalie, où on sait d'où ils sont exactement, est-ce qu'on va tenter une approche agressive ou pacifique ? Donc ils se posent la question là et donc ils débattent. Donc c'est présidé par la présidente donc de la fédération avec d'autres personnages qu'on a déjà vus, de Nivar, de la Terre Unie, etc. Et de Michael Burnham, on sait pas trop en tant que quoi, si ce n'est capitaine de Discovery, mais je veux dire, en gros c'est comme sa présence là, c'est comme si tu avais un général de l'armée de terre qui débattait à l'Assemblée nationale d'une loi à voter, par exemple. Tu vois, je veux dire, quand il réfléchit, ça n'a pas trop de sens d'avoir oui, si en tant que témoin, ça me fait penser qu'il y a même pas le chef, l'amiral, ouais. C'est pire que ça, Guigui. C'est en plus le général à l'Assemblée, il a le droit de voter. Oui, non mais c'est ça le pire. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'elle pourrait très bien être là en tant que conseil ou témoin ou ce que tu veux, mais pourquoi à la fin elle vote ? Mais le vote, c'est n'importe quoi. Le vote, c'est n'importe quoi. Tout le monde peut voter. Il y a plusieurs représentants de chaque race. Ils peuvent voter. Il n'y a pas... Enfin... En fait, cette partie de l'épisode, c'est comme l'autre. L'idée est très bonne pour moi, mais l'exécution est catastrophique. L'idée c'est l'approche de la violence versus l'approche de la diplomatie. Et c'est un peu le théorème du gendarme ou je ne sais quoi. C'est... Est-ce que je tire avant ou est-ce que je prends le risque de me faire tirer dessus, quoi ? Mais dans l'exécution, Michael, je crois qu'elle a le droit à 2 discours dans cette histoire. J'en ai même plus la substance parce que c'est pareil, c'est encore un truc qui est là pour te faire... Si, t'en as un qui est motivé parce que son vaisseau va être utilisé. Donc tu vois, elle a le droit de s'exprimer.
Et dans l'autre, elle est encore là pour dire qu'est-ce que c'est la fédération, qu'est-ce que c'est l'union des peuples, quoi. Ouais, elle explique aux autres ce qu'il faut faire. Oui, parce que du coup, moi je me dis d'un point de vue pragmatique, parce que j'imagine toujours à la place des personnages, je me dis, imaginons, je suis un représentant du Quadrant Gamma, je vois que la fédération, elle a pas l'air trop d'accord avec la capitaine du vaisseau qui va faire la mission. Je me dis, ouais, c'est quoi ces mecs-là, ils sont même pas capables d'être d'accord entre eux. Qu'est-ce qu'ils nous demandent d'être ici pour prendre une décision, quoi? Ça n'a aucun sens, tu vois. Mais bref. Ouais, on a l'impression qu'il faut toujours qu'ils refassent un discours pour les nuls, des fois qu'on ait raté tous les épisodes précédents, qu'on a rien bité, et que les personnages, ils soient là par hasard, ils sont rentrés, ils ont vu de la lumière, ils se sont dit, ah tiens, on va prendre l'apéro, ça a l'air cool, les petits fours, quoi. Le mieux, c'est le Tarka qui arrive, il tape la connaître avec Book, il fait, ah, know your moment. Salut. Et hop, petit discours bien belliqueux en plus, à base de bonjour, j'utilise des technologies interdites, mais j'ai le droit parce que je suis trop fort, quoi. C'est vraiment le général nazi qui a été recruté par les US, lui, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que moi je l'ai pas dit encore, mais moi ce personnage m'exaspère. Bah moi j'ai bien aimé le premier épisode où il est apparu, mais là effectivement je me dis, déjà c'est pareil, t'as une assemblée. T'as Tarka, il se téléporte, t'es à côté de la présidente, et puis il prend la parole. Après, c'est Book qui fait ça, tu dis, mais... sécurité, rien du tout, quoi. Mais vous savez tenir une réunion si tout le monde parle dans... Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Franchement, je sais pas comment tu valides ça. Enfin, la logique de toute cette scène et ce conseil, dans l'idée encore, c'est intéressant, et même visuellement, c'est... Oui, c'est intéressant. Il y a plein de races extraterrestres, c'est sympa, quoi. Ouais, mais le montage est mal fichu, ça va trop vite. J'ai bien aimé, moi, le côté, oui, il y a des armes interdites dont on a déjà parlé dans la franchise, le fait que, oui, si tu l'utilises, après, tu pourras plus faire les voyages en distorsion à ce moment-là. Je veux dire, ils ont quand même fait leur devoir par rapport à des trucs du canon. Ça, c'était cool, ça. Mais je veux dire, mais les gars, concentrez-vous plutôt sur votre intrigue plutôt que dropper des trucs qui sont sur Memory Alpha, quoi, le Wikipédia de Star Trek. Parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est racontez-nous une bonne histoire. Alors, par contre, il y a vraiment des bons discours dedans, parce que quand les deux points de vue s'opposent, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a le développement des deux points de vue, les deux sont bien développés et intéressants. Et les deux il y a quelque chose. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est que ça, justement, moi, ce que j'ai quand même trouvé, l'idée de base de l'épisode, c'est d'opposer Michael Burnham et de Book, qui ont tous les deux des raisons qui sont valables. Et oui, ça, c'est intéressant, mais c'est... Mais tu vois, tu mets le doigt sur le problème. C'est que, d'un point de vue de producteur, c'est les opposer eux de l'idée, alors que normalement d'un point de vue scénaristique c'est opposer les dirigeants à la rigueur Tarka avec la présidente, et du coup le but ultime, enfin ce qui devrait être le but ultime devient l'outil scénaristique pour servir à un moindre but de mon point de vue. Oui, c'est voilà, en gros c'est que du coup Michael Burnham elle va se faire plaquer. C'est ça la conclusion finalement de l'épisode, quoi. Tu dis mais ouais. Ok, en fait, t'as l'impression que dans la tête des scénaristes de Discovery actuellement, tous les trucs sont à l'envers, en fait. C'est vraiment, tout est mal placé. Non, c'est bizarre, c'est vraiment chelou, quoi. C'est un peu l'écriture pour des... Non, je vais dire un truc méchant, je vais me taire. Mais développer l'idée que c'est pas parce que une race nous fait du mal qu'elle est consciente de le faire, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est intéressant, mais ça tient 20 secondes de l'épisode, quoi. C'est pour ça que je te dis, tu vois, un épisode comme ça, une histoire comme ça devrait tenir sur 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes. Parce qu'il y a plein d'angles morts dans leurs réflexions, dans leur cheminement de pensée, qui sont justement des moteurs logiques et légitimes à ce qui nous occupe, à la question qui est posée. Du coup, en gros, ils nous posent une question et les réponses, elles sont à côté de la plaque, en fait. Sauf on arrive à un but ultime de scénariste. Mais clairement, t'as l'impression que c'est que ça, qu'une ficelle pour faire avancer leur saison. Et du coup, ça va pas du tout. Il y a un autre élément super intéressant que je trouve, mais qui du coup est pas du tout exploité, mais qui est là de facto, c'est que au sein de ce conseil, il y a l'alliance terrienne, donc c'est Terre-Jupiter maintenant, je crois. Non, Titan. Il y a les Andoriens, il y a Nivar. Mais c'est que maintenant c'est des planètes fondatrices de la fédération, mais qui n'en font plus partie à cette époque-là de Star Trek. Et je trouve que ça c'est intéressant et
et du coup qui participe à un conseil mené par la présidente d'une fédération. Elle est quoi? Elle est d'origine cardassienne. C'est un... Bajoran, cardassien et humain. Ouais, je crois que c'est un mélange Bajoran, cardassien et peut-être humain même en partie. Si, elle le dit. Elle le dit. Ouais, Une de ses ancêtres était humaine. Et donc ils sont des anciens ennemis de la fédération et protégés de la fédération en plus. Je trouve que ça c'est super intéressant à exploiter et ça l'est pas du tout. Ouais, et surtout t'as même une cardassienne, t'as même une représentante de Cardassia qui est présente. Enfin voilà quoi, il manque les Klingons, hein, c'est quand même un peu bizarre. Mais sinon oui, t'as plein de races extraterrestres qu'on a déjà vues dans la série qui ne font plus partie de la fédération. Et effectivement d'avoir une espèce de grosse réunion en dehors de la fédération qui fédère toute la galaxie, parce qu'ils disent bien c'est des représentants des 4 cadrans quoi. Donc là c'est vraiment la Voie lactée dans son ensemble, dans son entièreté. Ouais, parce qu'en plus ça fédère aussi le lore de toutes les anciennes séries quasiment. T'as du Enterprise, du Deep Space Nine, du Next Generation. Il y en a qui ont noté, il y avait l'emblème des Xindi qu'on a vu donc dans Star Trek Enterprise, et moi j'aurais quand même crevé de voir des fondateurs du Dominion quoi. Je veux dire, c'est quand même des gros représentants du cadran gamma. Enfin, c'est bizarre de pas les voir. Surtout qu'il y a un vortex quand même sur Bajor, c'est pas si loin. Moi je me pose la question, est-ce que c'est vraiment que niveau scénariste, est-ce que c'est une question on fait du tournage pendant le Covid, du coup c'est limité à un maximum le nombre d'acteurs et d'actrices sur les plateaux, est-ce que c'est... Enfin, voilà, je pense que ça joue. On le sent sur Gennaro ça d'ailleurs. Quoi, t'as dit quoi Manu? Enfin, Tig Notaro et son personnage. Oui, on avait l'impression qu'elle était complètement déconnectée, mais effectivement l'actrice fait très attention au Covid et elle joue toute seule et c'est rajouté ensuite... C'est dans l'épisode précédent de celui-ci. Et du coup, elle est complètement en retrait cette saison, on la voit quasiment pas. Dommage. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même une super actrice. Hein. Ouais. Voilà, donc je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question-là de c'est le Covid, du coup on limite? Est-ce que les mecs qu'on voit dans les étages inférieurs, c'est que de l'incruste des images? Bah non, mais synthèse, regarde, ils ont tous des prothèses, ils ont tous des gros masques, donc là je pense que c'est Covid friendly. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, t'as beaucoup de races extraterrestres qui ont des gants maintenant qui sont greffés à leur uniforme, ce qui est aussi Covid friendly. Donc ils ont des astuces comme ça par rapport au make-up qui font que... Et puis sûrement que oui, t'as des choses qui peuvent être tournées séparément, et puis avec les effets spéciaux, tu fais comme si tout le monde était dans la même pièce, et ça marche très bien. Donc oui, je pense que c'est une difficulté pour le tournage, pour la production, mais en termes d'écriture de scénario, je pense pas que ce soit ça qui les gêne. Non, je pense pas non plus, mais bon, c'est une question que je me pose, donc je la pose à haute voix, mais... Je m'autocorrige, c'est Reno son personnage. Reno, ouais. Jet Reno, ouais. Avant de conclure nos discussions sur cet épisode 7, nous allons écouter les journaux de bord de l'ambassadrice Liv, de l'officier Roman Gita, de la lieutenant Marina et de monsieur Raduca pour savoir ce qu'ils pensent eux aussi de ce fameux épisode 7. Working. Ici l'ambassadrice Liv au rapport pour ce 7e épisode de la saison 4 de Star Trek Discovery. Alors n'y allons pas par 4 chemins, globalement un épisode très décevant pour ne pas dire plus. Je suis personnellement ressortie très énervée du visionnage de ce 7e épisode, car j'attendais beaucoup suite à un début de saison assez prometteur. Malheureusement, encore une fois, nous avons affaire à de la précipitation, trop d'éléments dans un seul épisode, alors que les différents arcs auraient mérité quasiment tous quasiment un épisode chacun. Et là, encore une fois, les choses sont précipitées, ce qui donne une impression globale que les personnages prennent des décisions irréfléchies et peu motivées, alors que potentiellement elles auraient des raisons d'agir telles qu'elles le font, mais en fait les choses ne nous sont pas montrées à l'écran. Et globalement, en fait, je le ressens un peu comme un manque de respect envers les personnages. L'exemple de Grey, qui va choisir de retourner sur Trill, c'est quelque chose auquel on aurait pu s'attendre, mais malheureusement, le personnage de Grey a été complètement laissé de côté, pas développé, et donc on se retrouve avec une décision logique, mais très mal amenée. Et alors que ce personnage en lui-même, de par son existence même, était l'occasion de soulever des questions très intéressantes sur la notion de conscience, la notion d'être vivant, qu'est-ce que ça signifie que d'avoir une existence dans ce monde.
Une histoire qui pouvait être justement croisée avec le développement de l'arc de Zora, qui développe sa propre conscience et qui est une sorte de forme de vie autogénérée. C'est profondément intéressant, mais malheureusement, je ne sais pas, on dirait que ça n'intéresse pas. Alors, soit ils n'ont pas le temps de développer les histoires telles qu'ils le souhaiteraient, ou soit ils sont feignants et ne le font pas. Mais je suis vraiment déçue. Il y avait vraiment de quoi développer des sujets, en plus des vrais sujets de SF. Voilà, on nous laisse comme ça devant le fait accompli, et puis c'est à nous de nous faire notre histoire dans notre tête. Mais je ne suis pas d'accord. Voilà. Et que dire de cette décision de Book de suivre un type dont on ne sait rien, qui sort des dispositifs, des inventions technologiques de sa poche. Book qui suit Tarka, je suis désolée. Alors pourquoi pas, mais pas comme ça. Enfin, on a l'impression qu'il prend sa décision en 5 minutes. Je suis désolée, ce n'est pas crédible. Et puis expliquez-moi comment ce Tarka, qui serait plus malin que tout le monde, aurait réussi à trouver un moyen de fabriquer un moteur sporique portable, alors que tous les scientifiques de la galaxie s'échinent à résoudre le problème de l'opérateur. Voilà, je m'arrête là. Je pense que vous aurez compris que cet épisode m'a profondément déplu. Alors on va quand même terminer sur une note positive, car si j'ai apprécié tout de même que, mais ça c'est depuis déjà plusieurs épisodes, que le personnage de Zora soit traité de façon positive, déjà d'un point de vue, d'un a priori positif, ça change un peu de toutes les productions de science-fiction qui traitent des intelligences artificielles, des formes de vie artificielles, et qui ont tendance à présenter ces questions-là comme forcément négatives ou dangereuses pour l'humanité. Là, j'ai trouvé intéressant l'angle de vue positif et humaniste, en fait, appliqué à une forme de vie non humanoïde et artificielle. Et ce sera à peu près le seul point positif que j'aurais trouvé à cet épisode et à ici. Et j'étais contente d'avoir des nouvelles de la Terre unie et du désormais général Ndoye. Donc voilà, ce sera tout. Est-ce qu'on attend février avec impatience ? Bien, voilà, comme j'aime terminer ce que je commence, évidemment, je voudrais voir la suite. Et puis, ça reste Star Trek. Donc, voilà, je regarderai. Mais je n'attends absolument rien de cette série. Je suis profondément déçue. Fin de la communication. Bon, on m'a demandé de vous donner mon avis sur le dernier épisode en date de Discovery, donc l'épisode 7 de la saison 4, qui s'intitule But to Connect. Qu'est-ce qu'il y a à connecter dans cet épisode ? Eh ben, pas grand-chose finalement, selon moi. Les thématiques sont, dans l'absolu, ultra intéressantes. On parle d'un côté de la reconnaissance d'une intelligence artificielle et de l'autre de la diplomatie contre la guerre. Ces deux thématiques sont quand même très souvent rencontrées dans Star Trek et donnent des choses absolument prodigieuse. Et là on a surtout affaire à du blabla, du blabla qui se termine par du Deus Ex Machina. Comme d'hab, ça se termine par Michael Burnham qui sauve la situation avec un joli discours. Du côté de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle de l'ordinateur de bord, qui, nous dit-on, devient une nouvelle forme de vie, on oublie quand même de citer à un moment donné peut-être la jurisprudence Data. Clairement, on a complètement oublié l'épisode Measure of a Man avec bien sûr cet incroyable procès qui doit déterminer si Data est un objet ou un membre d'équipage. On est fondamentalement face à la même chose, et là on aboutit à un épisode d'une platitude extrême dans lequel il y a quand même des trous béants, alors qu'on est sur des thématiques absolument formidables. La présence de David Cronenberg dans cet épisode aurait pu donner une certaine saveur quand on connaît ces thématiques de prédilection, et là franchement ça n'apporte rien du tout. On est même par moments presque gêné, on a l'impression qu'il lit son texte sur un carton, comme dans les plus mauvais épisodes du Saturday Night Live. Bref, un épisode assez décevant. Finalement,
finalement, la seule surprise que j'ai eue en voyant cet épisode, c'est son cliffhanger de fin, qui est donc aussi ce cliffhanger de mi-saison de Discovery, puisque donc la saison est diffusée en 2 parties, interrompue par la seconde partie de Prodigy. Bref, ce cliffhanger, moi je m'attendais à une surprise sur l'identité peut-être de ceux qui sont derrière l'anomalie. Non, pas du tout. On est sur un cliffhanger finalement beaucoup plus personnel au niveau des personnages. C'est donc la trahison de Book qui sous-tend ce cliffhanger. En effet, retour à la dynamique, le fait que Michael est le personnage central de la série et donc sa relation avec Book. Mais voilà, on a quand même cette petite surprise dans l'épisode qui, du coup, malgré tout, me donne envie de voir la suite, que j'aurais de toute façon vu. Mais voilà, c'est le seul petit point positif au sein d'un épisode finalement assez statique, assez bavard, même si un épisode bavard dans l'absolu c'est pas inintéressant, mais là dans ce cas-là ça l'est quand même énormément. Et voilà, sur des thématiques qui auraient pu donner des choses bien plus intéressantes. Voilà, sur les mêmes thématiques de doit-on faire la guerre ou favoriser la diplomatie, on a eu des choses absolument extraordinaires dans Star Trek Deep Space Nine, qui est souvent la série avec laquelle on compare le plus souvent Discovery au sein de ce podcast, parce que ce sont toutes les deux feuilletonnantes. On a dans les deux cas des thématiques assez similaires, et là c'est flagrant qu'on n'a pas affaire à la qualité d'écriture de Deep Space Nine. Mais c'est d'autant plus dommage que cet épisode vient conclure une première moitié de saison qui n'était pas si mauvaise que ça. Alors je veux dire que j'aime bien Discovery. C'est une série que je trouve très agréable à suivre, avec de très bons concepts. J'aime beaucoup les personnages, Burnham, Booker, le couple phare de la série, et je trouve qu'il y a une famille qui se détache et qui est très très tendre. C'est vraiment Culber, Stamets, Adira et Gray. J'adore voir cette famille extrêmement fusionnelle, tendre, qui se dispute, qui s'aime, qui s'adore. Voilà, des personnages que j'aime beaucoup suivre. J'aime beaucoup aussi les nouveaux personnages qui ont été introduits. J'aime beaucoup voir Saru notamment s'ouvrir, avoir une histoire d'amour très 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 tendre, qui me rappelle un peu Odo et Kira, sans le côté ignorant de Kira lorsque Odo l'a regardé. Un de mes épisodes préférés, je pense, de la série, c'est celui centré autour du départ de Tilly. Pour l'instant, on ne l'a pas revu, donc on verra pendant combien de temps on ne la reverra pas. Mais j'ai beaucoup aimé l'épisode centré autour de son départ, ce qu'elle disait sur sa mère. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse également. Je trouve que ça personnifie réellement Discovery, les personnages. Ce que j'aime aussi, c'est la tentative de reconstruction de la fédération avec les concepts moraux, et qui se joue très très bien dans ce dernier épisode de la saison 7, autour du vote qui va se jouer, des prises de parole de Booker et de Michael, antagonistes, et qui finalement aboutissent aux principes moraux de la fédération qui reviennent. Je trouve très juste ce que dit Michael. Par contre, il y a une chose qui m'a énervée dans ce dernier épisode, ce n'est pas la partie sur l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est très bien qu'une intelligence artificielle qui évolue, qui prenne vie, qui soit une femme, qui ne soit pas hystérique, et finalement qui ne se révèle pas un personnage négatif. Donc Zora est finalement plutôt intéressante. Ce que je regrette juste, c'est que ce soit beaucoup trop rapide pour la naissance d'une intelligence artificielle et le passage aux émotions. Moi, je recommande toujours Destination Vide de Frank Herbert, l'auteur de Dune, qui est extraordinaire. Non, là, ce que je trouve extrêmement négatif, c'est le Deux, l'espèce de personnage méchant qui murmure à l'oreille de Booker pour l'attirer du côté obscur. Il m'a énormément rappelé le personnage joué par Jace Reimar Mayer, de son petit nom, dans Battlestar Galactica, qui conseillait Zarek, et qui était vraiment méchant, et même de l'avis des auteurs, n'avait aucune qualité rédemptrice. C'est un peu pareil pour ce personnage. Donc voilà, juste le côté méchant. On verra comment il va évoluer dans la deuxième partie, mais pour l'instant, il m'a énormément rappelé ce personnage de Battlestar Galactica, qui était un des pires. Et voilà, donc c'est mon seul regret. Je trouve que sinon, le défaut principal de la série, c'est réellement que les auteurs écrivent trop vite, ne se plongent pas assez dans les histoires,
Ils sont bons dans certains personnages, mais dans certains développements scénaristiques, ce n'est pas au niveau. Donc voilà, petit point à améliorer. Mais sinon, j'attends la deuxième partie et oui, je la regarderai avec plaisir. Alors, le dernier épisode en date de Discovery est particulièrement consternant. Déjà que cette 4e saison se révèle pour le moment encore pire que les 3 précédentes, pourtant elle-même déjà très faible, la descente aux enfers continue de plus belle avec But to Connect. Alors certes, dans le champ des apparences, cela a le parfum, cela a la couleur de Star Trek. Beaucoup de dialogue, de la réflexion plutôt que de l'action, des débats politiques, des enjeux moraux, des choix civilisationnels, etc. Mais en réalité, l'intelligence et la finesse de Star Trek est ici tournée en ridicule par une profonde pathoisation de toutes les questions abordées. Le pathos sirupeux ne se limite même plus au seul personnage du main cast comme dans les épisodes précédents, Burnham en tête, mais il s'étend désormais aux institutions, aux nations, aux décisions publiques. C'est surréaliste, il n'y a pas d'autre terme. En fait, par un glissement idéologique et nominaliste, cet épisode pratique une confusion permanente de domaines et de genres, décrédibilisant en profondeur tous les propos tenus, en fait. On invoque la raison, mais on est empêtré dans les émotions. On prétend faire de la politique, mais en fait, on barbote dans les leçons de morale. On invite à la pluralité, mais en réalité, on impose un choix binaire avec 2 positions extrêmes et caricaturales, alors que dans un univers réaliste, jamais ces positions-là n'auraient dû être mutuellement exclusives. Il y aurait d'ailleurs dû en avoir bien davantage et bien moins caricaturales. Bref, c'est affligeant. Et le fameux procès ontologique par voie de psychanalyse de la sentience de Zora, eh bien, c'est une très très mauvaise caricature de The Measure of a Man, le fameux chef-d'œuvre de TNG. Car ici, l'argumentation a cédé la place à de la guimauve et à un nombrilisme autosatisfait tout du long, en poussant en plus des transpositions impropres au service d'un agenda, disons, idéologique. Un pareil ratage m'inspire un seul constat, alarmant s'il en est: la série Discovery est finalement pire encore quand elle tente de parler de quelque chose que quand elle ne parle de rien. C'est dire. Du coup, il subsiste une question obsédante: est-ce que les scénaristes ne pigent rien au sujet? Est-ce qu'ils se payent délibérément la tête des spectateurs, ou est-ce qu'ils sont juste nuls? Bon, peut-être un peu des trois, hein. Voilà, c'est triste à dire. Alors, je vous invite néanmoins à vous rapporter à mes critiques exhaustives sur le site Unification, où j'ai décortiqué chacun des épisodes de Discovery. Program complete. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur cet épisode très mauvais finalement, hein. Enfin, moi j'ai pas aimé du coup. Parce qu'en fait, moi, il m'engage même pas pour la suite. Pour la suite, ouais, t'as pas envie. C'est-à-dire que le cliffhanger... Pareil. Moi, Quand même, attendez, s'il vous plaît. Book et Tarka qui se barrent dans le machin avec l'arme interdite, ils vont aller faire de la merde et ils veulent tous les tuer. Et avec un sport drive aussi. Il a aussi un sport drive sur le vaisseau de Book. En plus, il y a un Pimp My Spaceship qui a lieu, donc il y a quand même ils arrivent quand même à, moi ils ont quand même réussi à m'accrocher et j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Limite, ce qui m'intéresse plus, c'est l'action et ce qui va se passer plutôt que les blabla, parce qu'effectivement c'est mal écrit quoi. Tu vois, le truc, c'est que ça devrait être intéressant, sauf que moi, je vois ça résolu dans une discussion entre Book et Michael, et ça va me saouler, quoi. Oui, carrément. C'est pas ça que j'ai envie de voir. Je sais pas, j'aimerais bien... En fait, la semaine dernière, c'est pour ça que je posais la question sur le webisode de Calypso tout à l'heure, parce que je me suis posé la question de quand ils allaient sortir de leur zone du néant, là, et qu'ils passent tous en cryogénie. Je me disais, tiens, est-ce qu'à un moment, on va pas se retrouver dans la situation où ils sont bloqués et c'est la suite de ça, quoi. Mais a priori non. On va avoir je sais même pas ce qu'on va avoir. Est-ce qu'ils vont déclencher le truc ou pas? S'ils déclenchent le truc, ça nous détruit une espèce et des intrigues potentielles. Donc pas cool. Et c'est faire revenir en arrière en plus pas mal de choses, je trouve, dans Star Trek au niveau de la fédération et de la possibilité de la fédération. Mais moi je vois ça comme ça va se résoudre, et sûrement d'une façon qui va être un peu bidon, et c'est dommage, quoi. De toute façon, moi je suis complètement déprimé entre guillemets, parce que tu vois, moi l'intrigue qui m'intéressait le plus, c'était le sort de Grey dans cette saison.
de ce qui était annoncé dans la saison précédente. Et là, encore une occasion manquée. Grey, c'est quand même une conscience dans un corps artificiel, donc il y avait peut-être des choses à faire résonner avec Zora, justement. Et là, c'est pareil, c'est pas du tout exploité. Ça l'a été dans l'épisode précédent où Yael a fait son travail de gardien. Gardienne des... Oui, ça, d'accord. Mais encore une fois, tu vois, Grey pouvait aussi se questionner sur qu'est-ce qui est un être, en fait. C'est ce que je dis depuis le début. Je veux dire, c'est quand même une conscience dans un corps artificiel. Bah, Yael le dit justement dans l'épisode que justement. Ouais, mais c'est posé sur la table comme ça, mais il n'y a pas de vraie réflexion derrière. Ouais, tu vois, c'est comme s'ils jouaient à la bataille et puis qu'ils enchaînaient les cartes, tu vois, et puis bataille et voilà, tiens, un valet de trèfle. Enfin, alors qu'il y a des choses vraiment, putain, mais c'est quand même. C'est super important et du coup ça me fait peur que dans la saison 2 de Picard, qui a quand même un peu une problématique un peu similaire, j'ai peur qu'ils nous mettent ça aussi un peu sous le tapis. Donc voilà, bon, ça me fait un petit peu peur. Mais moi je trouve que Grey c'est encore pire que ça, c'est que le personnage à la base c'est un trill, c'est un trill joint, uni quoi. C'est pas juste un autre, c'est un trill uni avec un symbiote, donc il a plusieurs consciences en lui. Ensuite, il est intégré à Adira. Normalement, quelque part, c'est les deux mêmes personnes, sauf qu'il y en a un qui n'a pas les souvenirs d'Adira. Mais sinon, quelque part, en théorie, par rapport au Trill, Grey égale Adira à ce moment-là, tu vois. Et en plus de ça, c'était avant les symbioses, c'était un couple. Donc ça pose plein de questions, tu vois. Mais même au-delà de ça, même sans la problématique Adira, Grey en tant que tel, c'est déjà une fusion de plusieurs... Il y a plusieurs personnes en lui. Enfin, on sait pas, mais vu que la question... Si, on sait qu'il a eu... Si, c'est dit, ouais. C'est l'hôte d'un Trill qui a eu d'autres hôtes avant. Donc il y a de facto plusieurs... Oui, mais il a plus le symbiote en lui. Il est la fusion de plusieurs personnalités. Oui, mais à partir du moment où il est dans le corps synthétique, il a plus le symbiote en lui. Donc du coup, comment ça marche ? C'est pour ça que toutes ces questions-là sont pas posées. Ouais, mais soit c'est plus la même personne exactement. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça tout ce que je dis. Tout cet aspect-là devrait pour moi, du point de vue Trill, en fait, être exploité et ça l'est pas du tout. Ça pose tellement de questions sur son identité, sur ce qu'est l'espèce même en tant que telle, du coup, tu vois. Parce que est-ce que si jamais c'était la personnalité de Grey post-symbiose, donc du coup avec en plus de ça, le maître Trill, il l'appelle Adiratal et Greytal, hein. Avant, donc tu vois, c'est bien la preuve que tu vois la symbiose, elle est post-symbiose pour les deux. Mais du coup, ça pose des problèmes. Les Trills, ils peuvent être symbiosés sans symbiote. Tu vois, je veux dire, ça pose plein de questions que les mecs de Trill, ils devraient s'arracher les cheveux, quoi. Non, mais peut-être que ce sera développé puisque... Non, ça, j'y crois plus. Hein. Là, j'y crois plus. Vu ce qui s'est passé dans cet épisode-là où il y avait une carte maîtresse à jouer là-dessus, et qu'en plus de ça, on nous fait bien comprendre que le personnage, c'est pareil, il va partir. Donc... Mais le pire, c'est que à la base, les Trills sont une métaphore de la transidentité et de la non-binarité. Et les personnages d'Adira et Grey sont introduits pour ça. Adira est non-binaire et Grey et son acteur est transgenre. Et c'est pas exploité. Enfin, c'est. Ça l'était plus dans les saisons précédentes. Là, c'est catastrophique là. Ça l'a été 2 épisodes. Je comprends pas pourquoi. Justement, il y a un moment, il y a la production qui a voulu mettre ça en avant, mais je sais pas, qui est revenu en arrière et quelqu'un qui a changé d'idée ou pas, parce que ça aurait dû être une intrigue principale d'une demi-saison, quoi. Pour moi, c'était super important parce que c'était super intéressant et ça posait plein de questions super intéressantes. Tu vois, la nature de l'être. Mais parce que quelque part, Adira et Grey, c'était une sorte de clone quelque part. Enfin, il y a un miroir, il y a quelque chose de métaphysiquement super important que tu pouvais faire un double épisode rien que sur son transfert de corps, par exemple. Enfin, voilà. Enfin, bref, on va s'arrêter là-dessus parce que je pense qu'on pourrait en parler encore pendant longtemps. On pourrait refaire les épisodes, les réécrire nous-mêmes. Donc voilà, on va passer maintenant plutôt au bilan de notre année 2021 en termes de Star Trek. Et avant ça, on va écouter quelques capsules. Working.
Le bilan Star Trek de 2021 est particulièrement négatif, et c'est un euphémisme. L'usine Tricatel d'Alex Kurtzman a beau accélérer la cadence pour produire toujours plus de Star Trek à la chaîne et en batterie afin d'alimenter le fonds de catalogue de Paramount+, la qualité n'est pas davantage au rendez-vous, hélas. Discovery poursuit toujours sa chute dans la GN des pires séries Z, quand bien même sa forme demeure friquée, non contente de trahir en toute occasion la profondeur, les idéaux, la finesse d'écriture, le réalisme et la cohérence internaliste du Star Trek historique, elle réussit en outre l'exploit de se contredire sans cesse elle-même, épisode après épisode, tout en alignant les pires travers hollywoodiens, pathos gluant tellement saturé de glucose qu'il en donnerait le diabète, nombrilisme autosatisfait des personnages, c'est à gerber, syndrome du micro-univers de poche réduit à quelques VIP qui ne cessent de se croiser et de se croiser encore, Burnhamverse gravitant autour de la glorification messianique de Michael Burnham alias Marissou, anachronisme d'un futur lointain perpétuellement englué dans les tics et les névroses contemporaines, infligeant donc une date de péremption à la série, transposition simpliste de l'actualité, immaturité générale faisant passer ce 32e siècle pour une idiocratie, et en l'occurrence une idiocratie qui attend passivement la sébile tendue des sauveurs accusant un millénaire de retard, laissez-moi rire, et aussi perpétuation des pires clichés nauséabonds, tout en essayant de se faire passer pour une série à la pointe du wokisme. En l'occurrence, des personnages féminins qui passent leur temps à larmoyer, des personnages homosexuels et féminés, personnages non-binaires, autocentrés, narcissiques, tabous des unions mixtes qui n'ont toujours pas été dépassés, enfin un vrai catalogue de tous les écueils réactionnaires, ce qui craint quand même en 2021. Bref, on en arrive à une situation où les productions Kurtzman représentent ce qui existe de pire en audiovisuel aujourd'hui, en dépit d'une production value pourtant opulente. Ironiquement, une petite série familiale, et j'insiste sur le petit, comme le remake de Lost in Space, réussit à être une SF moins insultante que Discovery. Par exemple, dans sa 3e saison, les enfants se comportent finalement de façon nettement plus crédible et adulte que les cadets du Starfleet Discoverien. Le comble. Alors certes, il est possible de considérer que Star Trek Lower Decks fait tout de même moins pire, je dis bien moins pire et non pas mieux, moins pire, notamment dans les 2 derniers épisodes de la 2e saison, grâce à un fanservice un peu moins mal employé et peut-être un respect accru de Star Trek par Mike McMahon. De même, Star Trek Prodigy peut séduire par son visuel très travaillé et l'alibi d'une série pour les enfants conduira généralement à davantage d'indulgence, oui. Mais quand bien même, le Star Trek kurtzmanien serait moins pire dans son volet animé que dans son volet live, cette situation n'a rien de réconfortante. Car la comparaison avec ce que Star Trek avait produit entre 1964, date de production de The Cage, et 2005, la fin malheureuse d'Enterprise, eh bien cette comparaison est de plus en plus douloureuse, elle est même fatale. Même les quelques opus ratés du Star Trek historique ont une classe, un fond ou un capital sympathie qui enterre le fake Trek actuel. J'ai revu par exemple récemment Threshold, l'infamant Threshold de la 2e saison de Voyager, faisant généralement partie du flop 10 de la franchise historique. Eh bien même si cet épisode part totalement en sucette à la fin. Bon, c'était le grain de folie du génial Brandon Braga. J'aurais néanmoins aimé entendre un jour dans Discovery ou dans Picard le 10e de la qualité des dialogues de cet épisode-là, pourtant considéré comme raté, voire embarrassant. Et ça, c'est une vraie leçon de relativisme. Mais je ne me bornerai pas à invoquer le real Star Trek, car on aura tôt fait de me taxer d'incurable nostalgique. Les productions Kurtzman, en fait, sont tout autant enterré, méchamment enterré, par des séries tout ce qu'il y a de plus actuel et à la mode, comme les exceptionnels The Expanse et For All Mankind, ainsi que l'intéressante Foundation, inspirée par Isaac Asimov. Séries auxquelles j'ai d'ailleurs consacré des décryptages très exhaustifs et que je vous invite à aller lire. Donc ces séries-là, totalement dans le vent, sont autant d'antidotes à cette pollution, à cette imposture qui se drape du label Star Trek. Merci de votre attention.
Et c'est encore moi, cette fois-ci, vous m'avez demandé de donner un petit peu mon avis sur l'année 2021 en Star Trek, parce que c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses pour nous passionnés de Star Trek. Je pense qu'on n'a pas vécu une année comme ça depuis bien longtemps. Si je récapitule, on a quand même eu le dernier épisode de la saison 3 de Discovery, c'était en 2021, c'était le 7 janvier, même si fondamentalement on peut dire que la saison 3 c'était plutôt 2020, mais quand même on a eu le final le 7 janvier, on a eu la saison 2 de Lower Decks, on a eu la première moitié de la saison 1 de Prodigy, on a eu donc évidemment la première moitié de la saison 4 de Discovery, on a eu quand même pas mal d'infos sur les projets à venir et notamment le fait qu'il y a un nouveau film avec un nouveau projet qu'on ne connaît toujours pas mais qui devrait se tourner l'année prochaine pour sortir, qui devrait se tourner en 2022 pour sortir en 2023, donc l'année prochaine. Donc quand même une année 2021 très dense, un peu inégale, mais très très dense, donc avec beaucoup de choses à dire. Le final de la saison 3 de Discovery était à l'image de la saison 3, mitigé, enthousiasmant, plein d'effets spéciaux, très dynamique, etc. Plutôt réussi, parce qu'en plus c'était un double épisode fondamentalement, mais voilà, qui venait conclure une saison en demi-teinte, mais bon voilà, avec Discovery on en a un peu l'habitude, je m'étendrai pas plus parce que j'en ai parlé dans une autre capsule. La saison 2 de Lower Decks, c'est clairement ce qui a été de plus enthousiasmant cette année, lors de l'année 2021 en ce qui concerne Star Trek. Clairement une saison qui a su tirer les leçons de la saison 1, qui a optimisé son format, qui a su aller plus loin dans ses personnages, dans ses références, qui a assumé son côté série pour adultes et pas du tout dessin animé pour enfants. On l'a vu avec certaines scènes dont on se souvient tous, notamment ce Boimler jambes écartées avec un carton noir qui cache ses parties intimes, n'est-ce pas? Donc voilà, Lower Decks saison 2, c'était une saison qui montait en puissance, qui était vraiment une série qui a enfin trouvé son ton et son identité. Et quant à Prodigy, plutôt une bonne surprise, j'en attendais pas grand chose pour ma part, et finalement une série qui joue clairement dans ce qu'elle a voulu faire, une série plutôt pour les jeunes, qui n'a évidemment rien à voir avec Lower Decks, plutôt pour le jeune public, mais qui s'apprécie quand on ne fait plus partie de cette tranche d'âge, superbement réalisé dans son style image de synthèse. J'ai vraiment pour ma part envie de voir la suite pour voir comment va évoluer cet équipage et puis leur quête. Donc voilà, c'est une petite poche sympathique au sein de la franchise, qui n'apporte pas grand chose, mais qui n'a rien de honteux. Et puis donc, évidemment, voilà, la première moitié de Disco saison 4. Bref, une année 2021 qui, je pense, est la première à montrer la véritable étendue de tout le nouveau Star Trek produit par Kurtzman et sa bande. Certes, on avait déjà eu Discovery et Picard, mais on n'avait pas encore eu ce mélange à la fois de live action et d'animé, de ton adulte et enfant, tout ça dans la même année. Ça préfigure ce qu'on va avoir là en 2022, où on aura la suite de Disco, où on aura Picard saison 2, où normalement on devra avoir Strange New Worlds. Strange New Worlds que moi j'attends énormément et je suis vraiment très impatient qu'elle arrive. Ça fait vraiment longtemps que je l'attends, à la fois pour le retour de Spock, le retour de Pike de Ransom Mount, le retour de l'Enterprise, le retour à un format bouclé comme il nous l'annonce depuis des mois et des mois. Bref, moi cette année 2021 qui est la première où il y a vraiment l'ambition complète de ce qu'a voulu faire CBS All Access, ou plutôt maintenant Paramount+, c'est-à-dire d'avoir du Star Trek toute l'année ou quasiment toute l'année et pour tous les publics, je trouve que c'est plutôt réussi dans l'ensemble. Il se cherche encore un petit peu, mais je trouve que en tout cas ça va dans le bon sens pour la franchise. Je pense que je suis assez optimiste pour le futur de la franchise, même s'il reste en format série, moi ça me va très bien. Si les projets cinématographiques patauge, tant pis. De toute façon, Star Trek, c'est fondamentalement de la série. J'ai envie de dire que les films, c'est des bonus, même quand ils sont très bons. Donc voilà, moi, tout ça, voilà, je le redis, c'est une année qui me rend optimiste pour notre franchise favorite. Il y a des choses à redire, je pense qu'on l'a dit au fil de ces différents podcasts. Et d'ailleurs, voilà, l'autre chose que je retiens en 2021, c'est tous les podcasts qu'on a fait ensemble. Et j'espère que vous, les personnes qui nous écoutez, qui écoutez mes petits camarades, parce que je suis un peu moins présent qu'eux, j'espère que vous prenez en tout cas autant de plaisir à les écouter et à nous écouter que nous, on a à les faire. Moi, je sais qu'à chaque fois, je m'éclate parce que, un petit peu d'autosatisfecit pour mes camarades. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance qui règne dans ce podcast. On s'écoute les uns les autres. Et chaque fois que je discute avec eux, mon avis
s'enrichit grâce à eux. On reste pas appuyé sur nos positions. J'apprends des choses, je vois des choses que je n'aurais pas forcément vues, auxquelles je n'ai pas pensé en voyant ces épisodes et en revoyant les films. J'ai beaucoup apprécié de faire les différents podcasts qu'on a fait sur les films. Donc voilà, moi je sais que faire ce podcast cette année en 2021, ça enrichit aussi ma façon de voir Star Trek, une franchise que je vois pourtant depuis maintenant quand même plusieurs décennies. Donc voilà, ça fait aussi partie de l'expérience Star Trek pour moi en 2021 et j'espère que ça l'est aussi pour vous qui écoutez ce podcast. Voilà, je referme cette 3e et dernière capsule pour cette fois-ci. Je souhaite encore à tous et à toutes, que ce soit les membres du podcast ou ceux qui l'écoutent, une très bonne année. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire beaucoup de podcasts encore en 2022 et encore plus en 2023 avec normalement un nouveau long métrage qui se profile et j'espère qu'il y aura plein d'infos qui tomberont sur ce projet mystérieux au cours de l'année 2022. À bientôt, longue vie et prospérité. Program complete. Alors vous aurez reconnu dans cette dernière capsule Yves Raduca qui était suivi de Romain Nigita. Merci à vous tous pour vos capsules les amis et on vous donne bien sûr rendez-vous en 2022 pour de prochains podcasts. Voilà, donc on va passer à des choses peut-être un peu plus joyeuses que cet épisode 7 de la saison 4 de Discovery. On va parler de comment on a vécu notre année 2021 en termes de Star Trek. Moi, c'est une super année pour moi puisque je vous ai rejoint. J'ai découvert tous les premiers films de Star Trek et on en a parlé pendant des heures après tout ça. Donc c'était super intéressant. Ça m'a permis de connecter des points sur des séries que j'avais effectivement commencé à regarder avant de voir ces films et avant d'avoir plus de connaissances. Évidemment, je rappelle que je suis rentrée, moi, par les films de la Kelvin Timeline, bouh et que moi, j'ai bien aimé... il y avait beaucoup de défauts dans un certain nombre, mais voilà. Donc ça, c'était cool, qu'on a quand même une super saison 2 de Lower Decks qui a déchiré. Il y a le Prodigy qui, plutôt coolos, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire sur la suite. Évidemment, Discovery, plus on y est, plus on en discute, on décortique et plus on y réfléchit et plus ça me déprime et j'avais envie de revoir les 3 premières saisons pour un peu raccrocher les wagons parce qu'effectivement moi je regardais, j'ai pas revu les saisons, j'ai regardé semaine par semaine leur parutions, donc il y a effectivement des éléments que j'ai oubliés depuis et donc je sais pas si j'ai envie de les revoir à force avec tout ce qu'on vient de dire, mais bon voilà, pour moi 2021 c'est quand même une année vraiment cool au niveau de Star Trek pour toutes ces raisons, mais surtout pour vous parce que vous êtes là et puis toutes les personnes aussi avec qui j'échange depuis sur l'internet mondial et ça c'est super cool et de rencontrer virtuellement puisque IRL c'est un peu plus compliqué des super et chouettes gens et voilà, je suis très contente pour ça. Et je vous remercie. Merci à toi de nous avoir rejoints. Et c'est vrai que dans l'année 2021, on peut aussi parler de la fin de la saison 3 de Discovery, puisque la fin de la saison 3 de Discovery, c'était en janvier de cette année 2021. Et toi, Manu ? Écoute, dans l'ensemble, c'était plutôt positif, parce que, hors la Discovery, on a beaucoup critiqué ce soir, mais j'ai quand même dit que dans l'ensemble, c'était mieux qu'avant et que c'était relativement sympa. Mais à côté, Star Trek Lower Decks, je crois que ça a commencé en janvier cette année. Et non, c'était l'année dernière. On l'a eu en janvier en France parce que aux États-Unis, il y en a eu un décalage et on a eu toute la saison d'un coup. Et après, on a eu la saison 2 en juillet. En août. Ouais, en août, t'as raison. En août. En fait, Lower Decks, je trouve que la série a vraiment assez rapidement trouvé sa forme. Et que la saison 1 était sympa, mais la saison 2, elle était pour moi excellente. J'ai vraiment, vraiment adoré cette série. Ça a enchaîné derrière. Alors, déjà, un truc qu'on peut dire aussi, c'est que depuis le mois d'août, je crois que toutes les semaines, on a eu un épisode de Star Trek, du coup. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est puisque cool. Puisque directement après Lower Decks, on a eu Prodigy. Et Prodigy, c'est vraiment la bonne surprise pour moi. Je trouve que d'un point de vue personnage, ça lance un truc plutôt sympa, une bonne dynamique. Et d'un point de vue animation, c'est absolument magnifique selon moi. Ça peut faire un bon Clone Wars à la Star Trek, mais en beau en plus, parce que ce Clone Wars, c'était pas forcément toujours très beau. Franchement, il y a un pur potentiel. Ce que j'ai cependant l'impression qu'ils ont complètement calé le planning de la série par rapport à Discovery, au planning de Discovery. En gros, ils ont mis Discovery, ils ont regardé les trous, ils ont dit ok, là on va mettre 7 épisodes de Prodigy et la suite ça sera plus tard. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est passé très vite. Je me demande s'il n'y a pas eu 5 même d'ailleurs. Il y a eu 5, ouais, c'est 5 et 5. Ouais, il y en a eu 5, ouais.
Ouais, c'est passé très vite. J'ai assez hâte de voir la suite. Mais ouais, en tout cas, côté animation, très bonne année. Et j'ai hâte d'avoir Strange New World l'année prochaine. Cette année maintenant, cette année. On est en 2022 maintenant. Ah, tais-toi, c'est déprimant. Mais vraiment, on a atteint une ère de Star Trek jamais vue depuis les années 90, voire plus même, parce que on avait 2 séries en parallèle dans les années 90. Là, on en a 3, une 4e qui arrive bientôt, et on sait qu'il devrait y en avoir d'autres, quoi. Donc, si la qualité est correcte, franchement, on peut être content. Bah moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Alors, la saison 3 de Discovery, moi, j'avais trouvé aussi pareil, que c'était mieux que les 2 premières, mais là, cette 4e, moi, ça me suffit plus maintenant d'être seulement un peu meilleur que ce que j'avais trouvé catastrophique dans les premières. Là, j'ai un peu une fatigue par rapport à ça. J'aimerais vraiment que ça devienne vraiment bon. Et oui, ça m'a fait plaisir. Ces 6 podcasts qu'on a fait sur les 6 premiers films de Star Trek, ça, c'était vraiment, vraiment cool. Ça m'a... Surtout le présentiel. Oui, surtout en présentiel, c'était ultime. Il faut vraiment qu'on refasse ça cette année avec les films de la nouvelle génération. T'as découvert le plaisir de monter un podcast présentiel à 6 ou 7 personnes qui ont bu. Alors ça non, le plaisir c'est pas le mot que j'aurais dit, mais... Et avec certains qui avaient bien bu. Profité. De la bière romulanaise, on peut le dire. C'est ça. Ouais, mais croyez-moi, c'est 1% de ce que j'ai vécu sur les podcasts One Piece sur le dernier. Il y a des gens qui se sont endormis au milieu de podcasts. Mais non. Si, j'ai fini avec la moitié de l'équipe. En même temps, le podcast, il durait au moins 3 heures, celui-là, non? Non, le dernier, j'ai dû le découper en 2. On a fait 5h40 d'enregistrement. La vache. Joli. Ouais. Donc, un nouveau record qu'il va falloir battre pour les prochaines fois. Et donc, et moi, effectivement, moi, c'est Lower Decks, que dès le début, la série m'avait tapé dans l'œil, vraiment. En tout cas, à partir du milieu de sa saison 1, j'étais très accroché et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir de faire connaissance avec des parties du casting vocal français de cette série, que j'espère qu'on réécoutera dans des podcasts à venir, parce que ça m'a fait plaisir de faire une sorte de mini-épisode animé de 2-3 minutes qui était un crossover entre Lower Decks et le Cadran Pop. Ça, c'est vraiment même si, finalement, sur Internet, peu de personnes l'ont vu, parce qu'on voit les stats. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de le faire, donc j'étais content de le faire. Et puis, cette saison 2 de Lower Decks, pour moi, j'ai vraiment pris mon méga pied. Les 2 derniers épisodes de la saison 2, pour moi, c'était ce qu'il y a de le meilleur Star Trek que j'ai vu depuis 20 ans. J'ai vraiment l'impression que ces auteurs-là, malgré le côté très parodique et parfois potache de la série, j'ai l'impression que de retrouver plus l'esprit de la franchise que j'aime dans Lower Decks que n'importe où ailleurs. Et puis Prodigy, c'est clair, la série elle est absolument magnifique. Alors elle reste un peu simpliste par rapport à certaines choses dans les épisodes, mais franchement on est très très loin des trucs qui nous énervent dans Discovery par exemple. Donc la série elle passe vraiment très très bien et j'ai aussi hâte de voir la suite. Et du coup moi je rêve presque que tu vois les showrunners de Prodigy ou de Lower Decks, ils prennent la place d'Alex Kurtzman et qu'ils prennent la main et qu'ils fassent ensuite des séries live. Moi, par exemple, je serais vraiment chaud pour voir une série live action USS Cerritos ou Prodigy. Moi, je suis prêt pour ça, clairement. Donc voilà. Et puis, il y a aussi un autre truc qui m'a fait plaisir cette année, c'était de faire le site internet du Cadran Pop, que je vous invite à aller voir. C'est podcast.lecadranpop.fr. Qui est très cool. Merci. Où du coup, on rajoute des bonus, des rajouts au podcast, comme tout simplement suivre l'actualité. Quand il y a un Star Trek Day, en général, on le suit en direct et on fait des petits articles et on relaie un peu les bandes annonces, ce genre de choses. Et puis même des analyses un peu plus poussées, comme les vidéos justement sur le lore qui ont été réalisées par Cyril Michael sur sa chaîne Star Trek Historia, qui sont aussi répertoriées sur le site. Donc voilà, ça vous fait vraiment un petit pied-à-terre trekien en complément du podcast qui marche bien. Et donc du coup, la question que je me pose maintenant, c'est qu'attendre de Star Trek en 2022 ? Toi, Manu, qu'est-ce que t'attends justement de la franchise ? Qu'est-ce qui est la chose que tu attends le plus en fait ? Voir ce que va donner Strange New World. C'est vraiment... c'est le truc nouveau, quoi. Donc j'ai envie de savoir à quoi ça va ressembler. Et c'est sur un équipage...
qu'on a déjà partiellement vu, qui était la meilleure partie de la saison 2 de Discovery pour moi. Et ouais, je pense que on peut revenir à un Star Trek d'exploration à l'ancienne qui m'intriguait. Mais avec les moyens du jour, quoi. Exactement. Et avec un chouette casting. Et je suis désolée, mais Kurtzman, il est aussi producteur sur Prodigy et Lower Decks. Hein. Ouais, mais là t'as l'impression que les showrunners ont un peu plus de poids parce que Mike McMahon, je pense que, tu vois, il va le laisser gérer sa barque, quoi. Le mec, il pèse avec Solar Opposite et Rick et Morty. Le nom du showrunner de Prodigy, j'ai oublié comment il s'appelait, mais c'est aussi un gars qui a fait Trollhunter et qui pèse aussi un peu dans le game. Dan Hagman. Ouais, je sais plus, je crois que c'est... Je sais plus, il faudra vérifier. Et donc, du coup, je pense que c'est des showrunners, tu vois, qui sont pas placés comme ça par hasard et qui ont un peu plus de répondants et qui peuvent l'envoyer un peu chier si jamais il les oblige à aller un peu dans le... Tu vois, parce que par exemple, Mariner, au début de la saison 1, je trouve qu'elle avait un peu des défauts similaires à ceux de Michael Burnham. Et tu vois que petit à petit, ils s'en sont éloignés et qu'ils en ont joué d'une manière très intelligente pour s'en affranchir complètement. Et d'après les déclarations que j'ai pu voir de Mike McMahon sur la saison 3 de Lower Decks qui va arriver cet été, ouais, je pense que ça part complètement dans une autre direction et que du coup, Kurtzman, il a dû vouloir placer des billes au début et puis ils en sont éloignés, un peu comme le showrunner de Deep Space Nine avait un peu envoyé bouler Rick Berman à son époque. C'est qu'à un moment donné, quand les showrunners ils sont en place, tu vois, le producteur exécutif qui est tout en haut, Alex Kurtzman pour pas le citer, il peut pas être sur tous les fronts. Donc lui, il est principalement sur Discovery, sans doute un peu sur Picard, et sur l'animation qui s'en sort finalement le mieux que les séries live pour l'instant. Bon, bah là, je crois qu'il a pas trop la main, à mon avis. Et de toute façon, sur les pages IMDb, là, je suis dessus. Et effectivement, Prodigy, c'est Creators Dan Hagman et Kevin Hagman. Et Lower Decks, c'est créateur Mike McMahon. Et Kurtzman n'apparaît pas, alors que Kurtzman est marqué un créateur sur Strange New Worlds, par exemple. Ah oui, donc du coup, il s'occupe du live action. Mais ce sera surtout Akiva Goldsman qui va s'occuper de Strange New Worlds. Et qui a quand même écrit Batman et Robin. Hein. Ouais, on sait. Au secours. Ouais, c'est vrai que moi je suis pas trop rassuré non plus par rapport à l'équipe d'auteurs qui a l'air d'être quand même assez proche de ce qu'on a déjà eu sur Picard et sur Discovery, mais bon, on verra bien, hein, en touchant du bois, parce que effectivement peut-être que la nouvelle formule narrative qui est de revenir à des épisodes unitaires et non pas un feuilleton avec une grande menace par saison, bah peut-être que ça va faire du bien et qu'enfin de temps en temps on aura des pépites qui pourraient sortir de cette poignée d'épisodes annuels. Bon bah du coup on va passer aux actus et toi Manu, t'as eu un gros mois de décembre, qu'est-ce qui nous attend pour le mois de janvier? Voilà, bah écoute, j'ai pas des masses de choses de prévues à très court terme, si ce n'est qu'on va parler de Scream sur le coin pop parce qu'il y a le nouveau film qui sort et qu'avec certains copains on est très fans de Scream. Ah oui, je savais pas, il sort quand? Il sort le 15, je crois, 15 ou le 22, un truc comme ça. En tout cas, c'est la date US, j'ai pas regardé la date française. Faudrait que je vérifie, tiens d'ailleurs. Et sinon, bien plus prochainement, parce qu'on enregistre après-demain, on va débriefer de Matrix Resurrections avec Quentin et Marvin. Au moins, on sera peut-être un de plus, on verra. Parce que le film nous a un peu obsédés. Et puis voilà, prochainement, il y aura un nouveau spin-off du Coin Pop que vous connaissez déjà, mais que j'ai pas lancé depuis juillet. Et parce que je commence à relire des choses maintenant que j'ai fini tout One Piece. Et voilà, là je me prends un petit peu de repos. Ça va pas être le gros mois de janvier, mais derrière, de toute façon, il y a beaucoup de choses programmées pour cette année. Donc ouais, on va avoir de quoi discuter. Super. Et toi, Marie-Paul? Bah écoute, moi j'ai ma dernière traduction en date qui va sortir mi-janvier chez Ankama, qui s'appelle Shadow Life. Je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus. D'une vieille femme qui est veuve, qui vient d'être placée en maison en EHPAD par ses filles, et qui en fait n'est pas du tout d'accord et qui veut pas du tout se faire suer dans cette maison de retraite, et qui a donc pris ses bagages et loué un appart sans en parler à ses filles, sans dire où elle est, en disant qu'elle est tout à fait encore en état de vivre toute seule, sauf que sortant de la maison de retraite, il y a une espèce d'ombre qui la poursuit, et donc c'est
c'est est-ce qu'elle va réussir. C'est à la fois très réaliste et très, très fantastique, effectivement, avec ça. Donc c'est vraiment cool. C'est mon premier gros roman graphique que j'ai traduit de ma vie. Donc je suis très contente et j'ai hâte que vous puissiez le lire. Alors tout ça c'est super, et pour ma part, mardi soir, donc soit demain soir si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, vous pourrez me retrouver sur la chaîne Twitch des Intergalactiques, où on se demandera si X-Files ne serait pas de droite. Alors je vous y attends nombreux, je partagerai le lien sur mon Facebook et mon Twitter. Sur ce, je vous souhaite une longue vie et plein de prospérité. Salut. Salut. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Dis-moi, Cyril, Michael, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Le quadrant pop va ouvrir des yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve vert. Ce rêve vert, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve vert, ce rêve vert, tu dois y croire. C'est merveilleux, c'est fabuleux, quand dans les cieux nous partageons ce rêve vert avec l'équipage du Quadrant Pop. Bonne année. Program complete.